Bonjour à tous. À l'occasion de la célébration des 39 ans du renouveau, près de 124 militants du MRC placés en détention depuis 13 mois dénoncent la terreur d'État exercée à travers une répression politique géante visant à priver le peuple de son droit d'exiger des comptes aux gouvernants. Pour illustrer cette terreur d'État et sa répression politique, ces militants du MRC précisent que leur deuxième mandat de détention provisoire est arrivé à expiration depuis le 3 octobre 2021 sans aucun acte posé par le juge d'instruction. En clair, entre le 3 octobre 2020 et le 3 octobre 2021, 2 mandats de détention provisoire ont été notifiés à ces militants du MRC. Ils se considèrent, ce 7 novembre 2021, comme des personnes détenues de manière illégale et arbitraire. Ils ont adressé à la présidente du tribunal militaire de Yaoundé une requête aux fins de libération de ces militants du MRC, estimant être des otages politiques arrêtés dans le cadre des marches pacifiques du 22 septembre 2020. En plus de cette terreur d'État dénoncée par ces détenus, le journal Le Messager note que l'économie camerounaise est étranglée à l'an 39 du renouveau entre l'agriculture, l'industrie et l'autosuffisance alimentaire. Le pays marque le pas malgré le fort potentiel de chaque région du Cameroun. Dans le journal Mutation, le 6 novembre 2021 marque un ultime virage où le chef de l'État amorce sa 40e année de pouvoir et le dernier tournant de son septennat le plus décisif dans l'esquisse de bilan où sont passées les grandes réalisations. Pourquoi le Cameroun, autrefois havre de paix, peine à mettre fin à une guerre fratricide jugée insensée dans le nord-ouest et le sud-ouest. Entre la préservation du vivre ensemble, la mise en œuvre de la décentralisation et l'amélioration des conditions de vie des populations, quel défi Paul Biya a-t-il réalisé en ces 39 ans d'exercice du pouvoir? Alors que Cameroun Tribune présente le chef de l'État, âgé de 88 ans, comme l'inusable homme d'État, quels sont les enjeux et perspectives de cette longévité à la tête du Cameroun? Ces questions brûlantes de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière. Et pour cette nouvelle édition de Droit de réponse, je reçois sur ce plateau l'honorable député Samuel Motte, député RDPC du CAM et communicant du parti au pouvoir. Honorable député, bonjour. Bonjour Cédric, merci pour l'accueil qui m'a été réservé. Je voudrais également en profiter pour saluer certains de mes camarades également qui sont également à l'œuvre sur un certain nombre d'autres chaînes. Je ne voudrais pas également perdre le plaisir de pouvoir saluer le bataillon de connaissances qui est en face de moi, constitué ici par Maître Sapi, Dr Mounou Aristide et Edmond Kamga. Merci d'être avec nous, honorable. J'espère que je n'ai pas oublié M. Noah également. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et juste en face de vous, c'est Maître Lavoisier Tsapi, maire adjoint SDF à Bafoussam 1er. Il fait partie du conseil juridique du SDF. Maître Lavoisier Tsapi, bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous les copanélistes. Je voudrais profiter de ce début d'antenne pour dire bonjour, un bonjour spécial à 2 corps lésés dans la justice de notre pays. Je voudrais dire un bonjour spécial à ces huissiers de justice qui attendent les charges depuis 26 ans, qui n'ont jamais été nommés, pourtant ils ont été formés, beaucoup sont morts, d'autres sont là, bientôt ils ont atteint l'âge de la retraite sans avoir été nommés, alors qu'il y a plus de 300 charges d'huissiers vacantes au Cameroun. Ces huissiers attendent les charges depuis 26 ans. Je leur souhaite beaucoup de courage, parce que même la justice qu'ils ont saisie n'arrive pas à ébranler le gouvernement et à amener à ce qu'on se penche sur leur cas. C'est vraiment dommage pour notre pays. Je voudrais également dire un bonjour spécial ce dimanche à un autre corps de la justice lésé par le renouveau. C'est des greffiers, les greffiers de la justice du Cameroun, qui attendent le décret d'application de leur statut spécial depuis 2012. Donc, on leur a donné un statut spécial, mais ce statut est bloqué dans son application par un décret qu'on attend depuis 2012. Je ne sais pas s'il faut, dans le renouveau, mettre 10 ans pour écrire un décret
qui accorde des avantages, ne serait-ce que modiques, au corps des greffiers. Donc je souhaite beaucoup de courage à ces greffiers-là, qui sont un maillon essentiel du fonctionnement du corps judiciaire dans notre pays. Je leur souhaite beaucoup de courage et je crois que peut-être le cri de cœur va atteindre le président Paul Biya pour qu'il se penche sur leur cas et qu'il publie le décret qui a la présidence depuis bientôt 3 ans. Merci d'être avec nous, Maître Lavoisier Tsapi, sur le plateau de Droit de Réponse. Il est éditorialiste au quotidien La Nouvelle Expression, consultant sur Droit de Réponse. Edmond Kamgia est avec nous. Edmond, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, je salue tous les copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de Droit de Réponse, ainsi que ma sincère affection. Sur le plateau de Droit de Réponse, j'introduis à présent le secrétaire général adjoint du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Roger Justin Noah, qui est avec nous. Roger Justin, bonjour. Bonjour Monsieur Noufélé, bonjour à mes copanélistes. Je voudrais vous remercier pour cette énième invitation. Moi, je viens d'une petite ville qui s'appelle Sa, où depuis plus de 40 ans aujourd'hui, les camarades de M. Maud se succèdent à la tête de l'exécutif sans que cela n'améliore de quelque manière que ce soit la vie des populations. Ces populations d'ailleurs qui réclament à corps et à cri le désenclavement d'un bassin agricole très important. Elles demandent, les populations, le bitumage de la route EFOC, ça, Pont de l'Enfance, Ntui, avec l'embranchement aussi Pont de l'Enfance, Bangassina, Ombessa. Parce que c'est, je l'ai dit, un bassin agricole très important. Maintenant, M. Noufélé, permettez-moi de dire qu'à l'aube de 40 ans du dictateur reptilien, M. Paul Biya au pouvoir, nous, militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous avons l'intime conviction, au vu de ce qui se passe, que nous ne sommes pas des Camerounais à part entière. Nous sommes des Camerounais à part. Nous avons tous vu comment les camarades de M. Mott, honorable Mott, ont commis des infractions terribles, brûlé la résidence d'un sous-préfet à Bembis, détruit la chaussée à Marois par le feu, occupé la voie publique à Bafia, tué même l'un de leurs camarades à Dek. Je ne veux pas oublier le coup de tête d'un sénateur à Kribi. Mais voyez-vous, monsieur Neufele, ils n'ont jamais été inquiétés. Ils n'ont d'ailleurs jamais été rappelés à l'ordre par la hiérarchie de leur parti. Alors que nos camarades qui n'ont commis aucun crime en dehors d'exprimer leur opinion politique continuent à croupir dans les prisons sales du régime. Et vous aviez là, voilà ce qu'on réserve à ceux qui expriment une opinion politique contraire. Ils sont enchaînés, même quand ils sont malades. Et je voudrais vous dire, pour le cas de ce monsieur Oufo Maurice, il a été reconduit en prison alors qu'il n'a pas encore terminé son traitement. On va vous permettre de parler tout à l'heure. Permettez qu'on introduise également le cinquième panéliste sur ce plateau de droit de réponse, parti lui aussi de Yaoundé pour être avec nous en direct sur droit de réponse. Aristide Mono, analyste politique. Aristide, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous les co-discutants du jour. Bonjour particulier aux populations de Bafan, précisément Papa Djemon Sylvestre, ou si vous voulez Ngolom Sylvestre, grand notable de la chefferie Bakonji, qui m'a offert cette tenue au cours d'un bref séjour privé du côté de Bafan. Ce qui m'a permis de voir le Cameroun autrement et penser qu'on peut aller au-delà des clivages ethniques pour construire ce pays, penser qu'on peut sortir de la logique routinière de la comptabilité ethnique, des actes de ceux qui posent les actes, que ce soit pro-régime ou anti-régime. Cela m'a également permis de voir une jeunesse qui est déterminée au-delà de la peur, au-delà de la brimade.
j'ai rencontré des personnes qui ont quelque chose à dire et qui sont déterminées. J'ai l'impression que, au regard de ce que j'ai observé de ce côté-là, Bafang qui est présenté comme l'un des bastions de l'opposition à l'Ouest, je me suis rendu compte que le président Paul Biya bénéficie d'un état de grâce. C'est-à-dire qu'au regard de son âge, au regard de son itinéraire assez long à la tête de l'État, certains se disent « mieux on le laisse finir, on va gérer celui qui viendra après ». Il faudra donc que celui qui arrive après fasse extrêmement attention, qu'il ne se fie pas au calme actuel qui relève des circonstances atténuantes de l'état de grâce pour pouvoir peut-être jouer au malin comme les autres. Et on fera l'analyse justement de ces 39 ans d'exercice de pouvoir par le président Paul Biya et les perspectives au moment où il entame sa 40e année à la tête du pays. J'aimerais revenir sur Roger Justin Noah, puisque c'est une actualité qui concerne vos camarades politiques. Ils ont adressé une correspondance à la présidente du tribunal militaire de Yaoundé pour indiquer, pour certains d'entre eux qui y sont devant cette juridiction, que cela fait déjà 1 mois que leur 2e mandat de détention provisoire est arrivé à expiration depuis le 3 octobre 2021, sans qu'aucun acte ne soit posé à nouveau par le juge d'instruction. Ils estiment être détenus de manière illégale et arbitraire alors que ce mandat est arrivé à expiration. Que se passe-t-il concernant vos camarades politiques, Roger Justin Noah, pour ceux qui sont devant le tribunal militaire à Yaoundé? Oui, monsieur Neufele, il faut que je précise que l'immense majorité de nos camarades qui sont actuellement otages du dictateur reptilien Gemalo le redit, sont traduits devant des tribunaux militaires pour avoir simplement demandé que ceux qui ont volé plus de 3 000 milliards de francs CFA relativement à la construction des infrastructures de la Cannes 2019 qui a glissé en 2021 rendent gorge, demander que la guerre fratricide qui fait beaucoup de morts chaque jour dans les régions nord-ouest et sud-ouest s'arrête, demander qu'on mette fin à l'immense corruption qui règne dans notre pays, demander la réforme consensuelle du système électoral. Uniquement pour ces raisons-là, rien d'autre. On les a embastillés arbitrairement, illégalement. Voilà un pays qui se veut appeler État de droit, où le gouvernement, ni le gouvernement et le pouvoir judiciaire ne respectent les lois et règlements de la République. Il y a dans ce pays une loi qu'on appelle le Code de procédure pénale qui est clair. Et quand nos camarades écrivent, c'est parce qu'ils en sont conscients. Ils savent que sur la base de ce Code de procédure pénale, leurs droits ne sont plus respectés. Ils ont d'abord été arrêtés d'une manière illégale. Je voudrais rappeler, par exemple, que Stéphane Sow, un jeune, a été arrêté au port de Douala, livré par son patron. C'est son patron qui l'a livré. Il a été détenu à la DST, la direction de la sécurité territoriale ici à Douala, pendant 2 mois. Est-ce que la DST est une prison? Non. Mais on l'y a détenu pendant 2 mois. Monsieur Bibou Nissak a été arrêté chez lui. Je dis bien chez lui. Monsieur Ewodo a été arrêté parce qu'il distribuait des tricots où était écrit où sont les 32 PV. C'est tout. Il y a un autre qui a été condamné à 30 mois de prison parce qu'il a dit sur Facebook, Paul Biya doit partir. Lorsque nous regardons ce qui se passe en France, chaque jour les gens demandent à la démission du président Macron. Mais ça ne les conduit pas en prison. Il y a l'un qui a même juifé le président Macron. Il a été jugé correctement, dans des brefs délais. Mais comment se fait-il que nos camarades, qui sont là depuis plus d'1 an aujourd'hui, ne sont pas encore jugés? Et c'est d'ailleurs ce qui a expliqué le retrait du collectif d'avocats Sylvain Sop, des procédures. Parce que les avocats se sont rendus compte que malgré les efforts à vouloir croire que nous sommes dans un état de droit, ce qui se passe au quotidien démontre que nous sommes dans une république bananière où la loi ne tient pas, où les règlements ne sont pas respectés. Si c'était le cas,
nos camarades devaient être libres aujourd'hui. Et j'en appelle à M. Paul Biya, s'il a encore un peu de dignité, de libérer nos camarades parce qu'ils n'ont rien à faire en prison. Il y a tout autour de lui beaucoup de personnes qui doivent plutôt se retrouver en prison. Parce que ces gens-là, chaque jour, volent l'argent des Camerounais. Mais ils ne sont jamais en prison. Qu'est-ce qu'on a fait de ceux qui ont été cités dans le rapport de la Chambre des comptes relativement à la Covid? Rien du tout. Mais nos camarades qui n'ont rien fait, ils sont en prison. Ceux qui ont brûlé la résidence du sous-préfet, ceux qui ont tué leur camarade Radek, celui qui a sorti l'arme à l'Infomo, où sont-ils? Pourquoi ils ne sont pas poursuivis? Mais nos camarades, pour avoir exprimé l'opinion politique, ils sont poursuivis pour rébellion, insurrection et autres. Mais c'est grave. Quelqu'un qui sort une arme à feu pour abattre son camarade, il n'est pas inquiété, il n'est pas traduit devant le tribunal militaire. Mais parce que vous dites, Monsieur Paul Biya, que ceux qui ont volé les 3 000 milliards à de gauche, on vous traduit devant le tribunal militaire. Voilà l'un des héritages, si on peut le dire comme ça, du dictateur M. Paul Biya. Après vous, Edmond Kambia, lorsque vous observez cette situation dans laquelle se trouvent ces militants du MRC, dont les mandats de détention provisoire sont arrivés à expiration depuis le 3 octobre 2021, cela fait déjà un mois, aucun nouvel acte a été posé par les autorités judiciaires compétentes. Comment expliquer qu'ils soient toujours en détention? Edmond Kambia. Moi, je voudrais dire ceci. Ce qui caractérise l'état de droit, c'est la primauté de la règle de droit. Ce que nous vivons au Cameroun depuis un certain nombre d'années, notamment depuis l'élection présidentielle d'octobre 2018, est tout simplement effroyant, est tout simplement invraisemblable, est finalement incroyable. Parce que dans un état de droit, il y a des choses qu'on ne voit pas, il y a des choses qui ne se font pas. Dans un état de droit, il n'y a pas d'arrestation arbitraire. Dans un état de droit, il n'y a pas de détention arbitraire. Dans un état de droit, on respecte la procédure, les procédures juridiques et judiciaires en vigueur. Notamment au Cameroun, ce qu'on aurait dû respecter en premier lieu, ce sont les procédures prévues par le Code de procédure pénale auxquelles les officiers de police judiciaire sont astreints. Mais la réalité sur le terrain montre que nous avons de très belles lois, de très bons codes de procédure pénale, code pénal, de très beaux textes. On est peut-être l'un des rares pays au monde qui avons le maximum de textes, parmi lesquels des beaux textes qui ne sont malheureusement pas appliqués du tout. Et c'est pour cela que nous pensons qu'au jour d'aujourd'hui, je vais dire 24 heures après le 6 novembre 2021, c'est-à-dire pour rappeler aux téléspectateurs que la date du 6 novembre, c'est une date importante dans l'histoire de ce pays. Parce que le samedi 6 novembre 1982 à 10h, le successeur constitutionnel du président Amadou Ahidjo accédait au pouvoir. Il était à l'époque Premier ministre. Et ce jour-là, il est devenu président de la République du Cameroun. 39 ans après, que de faits, que d'actes qui montrent que le Cameroun, qui aurait dû être cet état de droit que Paul Biya lui-même a proclamé, parce que rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent encore, un an après qu'il a pris le pouvoir, en 1983, pour indiquer qu'il y a un changement majeur, il y a un changement de cap dans sa présidence au Cameroun par rapport à son illustre prédécesseur, c'est comme ça qu'il l'appelait. Paul Biya dit, nul n'a besoin d'aller au maquis pour exprimer ses opinions, ses idées politiques. Et nous constatons, non seulement que quelques années après cette déclaration, certains UPC sont sortis dans la clandestinité. En 85, 86 sont arrivés au Cameroun, ont été happés et jetés en prison. Nous constatons par la suite, et jusqu'aujourd'hui, qu'avant, pendant et après des élections, et notamment après des élections qui sont contestées, controversées, lorsque des militants de formation politique de l'opposition marchent, ils sont systématiquement arrêtés. Ils sont systématiquement mis dans les geôles, dans des conditions inhumaines. On l'a vu ces derniers jours, dans les hôpitaux. Et ce n'est pas nouveau, on l'avait vu déjà depuis le début de la crise anglophone. Des Camerounais
qui sont enchaînés en prison, enchaînés sur les lits d'hôpitaux, et dans des conditions qui sont en totale contradiction avec les textes internationaux, notamment les conventions et traités que le Cameroun a signés, qui visent à éviter la torture, les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Je voudrais dire, en ce qui concerne particulièrement les militants du MRC, qui sont, comme le disent les militants de l'UPC, otages du président de la République, que ce qui leur arrive ne montre pas la meilleure image que le Cameroun pourrait présenter aux yeux du monde comme étant un état de droit. Parce que de manière récurrente, de manière systématique, les droits de ces militants, de ces Camerounais sont violés. Et la preuve, c'est que depuis plus d'un mois, C'est ça la preuve. ils auraient, parce qu'ils sont en détention arbitraire pour la plupart, ils n'auraient jamais dû se retrouver dans une situation comme celle-là sans aucun autre mandat. À la limite, parce que beaucoup parmi eux ont marché de manière illégale, les lois, notamment la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté de réunion, sur le régime des manifestations publiques, prévoit que lorsque vous avez enfreint cette loi à travers une manifestation illégale ou interdite, le maximum de la peine est de 6 mois. Ils sont en prison depuis 13 mois. Et comme si cela ne suffisait pas, ils sont jugés devant les tribunaux militaires. C'est incroyable. Mais nous sommes au Cameroun. Nous sommes vraiment au Cameroun. Ce n'est pas notre pays, hein, c'est le Cameroun. Et c'est Paul Biya lui-même qui avait dit que le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais s'il dit que le Cameroun, c'est le Cameroun, cela ne devrait pas signifier que le Cameroun a la particularité de violer les droits de l'homme. Cela aurait dû signifier, quand il dit le Cameroun, que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun, c'est un pays de grande diversité. Que le Cameroun, c'est un pays qui respecte l'état de droit. Mais de manière récurrente et répétitive, lorsque le représentant du Cameroun, notamment le ministre des Relations extérieures, doit présenter la situation des droits de l'homme au Cameroun, n'est-ce pas, à Genève, les faits qui sont présentés ne sont régulièrement pas conformes à la réalité. Parce que je vais vous dire, les Nations Unies, quand ils écoutent le gouvernement, ils écoutent aussi les organisations de la société civile, nationale et internationale. Ils ont la possibilité de vérifier les faits. Or, le Cameroun donne l'impression que nous respectons les droits de l'homme. Mais ce qui est en train d'arriver à ces prisonniers politiques montre que leurs droits sont systématiquement violés. Et je voudrais rappeler un fait qui date de plusieurs mois de cela. Rappelez-vous, le président national du MRC s'est retrouvé dans une situation étrange. C'est-à-dire, pendant près ou plus de 3 mois, il était de facto dans une situation d'assignation à résidence. Mais il n'y a eu jamais aucun mandat. Il n'y a eu jamais aucun titre juridique, aucun texte. Et on a vu comment cette façon de faire a donné à d'autres présidents africains cette mauvaise image de renforcer la répression dans leur propre pays. Et vous voyez ce qui leur est arrivé. Je pense précisément au président Alpha Condé, qui a été victime, n'est-ce pas, d'un coup d'État, parce que non seulement il a cherché à modifier la Constitution, certes pas un référendum, mais qui n'était pas un vrai référendum. Il a cherché à avoir un 3e mandat, il l'a eu, au forceps. Il a mis à résidence le principal opposant politique de son pays, qui était pratiquement assigné à résidence de facto, comme celui du MRC. Et on a vu ce qui lui est arrivé. Il faudrait que les Camerounais, le gouvernement camerounais, essaie de tirer les leçons des actes qu'il pose et les conséquences possibles à la lumière de l'image que la communauté internationale, mais d'abord la communauté nationale, les Camerounais peuvent penser et agir au nom et pour l'intérêt de leur propre pays. Après vous, Edmond Kamgia, maître Lavoisier de Sapi, vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Lorsque ces Camerounais, militants d'une formation politique, déclarent que leur 2e mandat de détention provisoire est arrivé à expiration depuis le 3 octobre 2021 et qu'ils sont désormais détenus de manière illégale et arbitraire, que prévoit le Code de procédure pénale en la matière? Combien de mandats de détention provisoire peuvent être notifiés à un prévenu ou un justiciable? Et quand ils arrivent à expiration, comment devrait se comporter
le juge d'instruction. Ben, Cédric, avant de répondre à votre question, il y a lieu de dire que nous l'avons toujours dénoncé, nous n'avons pas une justice indépendante dans notre pays. D'abord parce que l'indépendance de la justice devrait être inscrite dans la Constitution de notre pays. Malheureusement, la Constitution de notre pays ne garantit pas l'indépendance de la justice. Et il faut lire les événements il faut lire la maltraitance des militants du MRC par rapport à certains autres événements pour mieux expliquer la soumission de la justice au pouvoir exécutif par rapport à certains autres événements qui sont arrivés dans notre pays. Il vous souvient que à Saint-Mélima, sous prétexte qu'un boulot avait été tué par un Bamoun, les commerces des Bamoun, des Bamlékés, des nordistes avaient été pillés en plein jour, au vu et su, et même sous l'encadrement des forces de police et de gendarmerie. Des gens ont cassé les boutiques, pillé les biens en plein jour, exhibé ces biens, ça a été filmé et présenté sur les réseaux sociaux, sans qu'aucune sanction, personne n'a été arrêté, aucune sanction n'a été prononcée. Et d'ailleurs même, lorsque le ministre Jacques Famé-Ndongo est descendu à Saint-Mélima, suite à la protestation de ceux qui en étaient victimes, pour essayer de calmer les esprits, il s'est exprimé en boulou au cours d'une grande réunion qui réunissait tout le monde. Le ministre Famé-Ndongo, pour mieux se moquer de ceux qui ne sont pas originaires de Saint-Mélima, il s'est exprimé en boulot. Mais on sait au moins que le gouvernement avait pris des engagements face à ces victimes des casses pour les rassurer que des actions devaient être entreprises à la fois pour les dédommager, mais également pour mener des actions judiciaires à l'encontre de ces fauteurs de troubles après ces événements. Oui, vous savez ce que valent les engagements sous le renouveau. C'est juste des engagements de façade. Je voudrais simplement dire que cette situation, les gens auraient dû... C'était un flagrant délit. Parce que les gens étaient en train de piller, la police était là. On les a vus, on a vu la police à côté, ils ne faisaient rien. C'est des flagrants délits, on aurait dû interpeller ces gens-là à ce moment-là. Ça n'a pas été fait. Il vous souvient également que lorsque Alain Fogué, le trésorier national du MRC, le docteur Oko, qui est conseiller du président Moïse Kamto, lorsqu'il devait aller au sud, installer les bureaux élus d'une formation politique reconnue, le sous-préfet, sur instrumentalisation, une fois de plus, du ministre Jacques Famé-Ndongo, a envoyé des jeunes drogués les empêcher à Mengon d'entrer dans le sud, en leur disant que le sud, c'est un pays à part. L'opposition n'a pas de voix au sud. Et ces jeunes drogués qui ont posé des actes, qui ont barré la voie publique pour empêcher à des responsables politiques de vaquer régulièrement à leurs activités et qui étaient soutenus par un sous-préfet, il n'y a eu aucune sanction pour cela. Et nous avons vu également, nous l'avons abondamment commenté, les incidents qui ont émaillé les renouvellements des organes de base du RDPC. Lorsque des gens vont jusqu'à incendier le domicile d'un sous-préfet et que vous ne voyez aucune action judiciaire se mettre en branle, vous comprenez donc que la justice là, c'est pour les autres. Pour le RDPC, il n'y a pas de justice. Vous pouvez même tuer qui vous voulez. Vous êtes sûr que la carapace du RDPC que vous avez sous la main, elle est elle vous protège contre, elle vous donne l'immunité de poser n'importe quel acte que vous voulez sans conséquence. Ça, c'est la leçon que le RDPC enseigne aux Camerounais. Et par rapport aux militants du MRC, moi, je dois dire que la première chose qu'il faut dire, c'est que aucune loi, et je suis ferme là-dessus, aucun juriste ne vous le prouvera le contraire, aucune loi ne permet que pour des manifestations publiques, des citoyens soient jugés devant un tribunal militaire. Même pas l'article 2 de la loi du 23 décembre 2014 sur la répression des actes de terrorisme. Cet article 2 qui est visé par les magistrats pour traduire les militants du MRC devant le tribunal militaire ne donne aucune compétence au tribunal militaire pour le juger. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises en tant qu'avocat au barreau et en tant que militant des droits de l'homme de participer à la défense des militants du MRC devant le tribunal militaire. D'ailleurs, j'ai 34 militants du MRC actuellement sous la main
arrêtés dans diverses villes dans la région de l'Ouest, qui sont traduits au tribunal militaire de Bafoussam. Nous avons, devant le tribunal militaire de Bafoussam, largement exposé les dispositions légales qui empêchent le tribunal militaire de juger des civils qui sont arrêtés dans le cadre de leurs activités politiques. Le tribunal militaire s'est déclaré incompétent. Et pour bien comprendre cela, Cédric, il faut donner des exemples pour que les gens comprennent pourquoi notre justice est manipulée par le pouvoir exécutif. Je prends le cas des militants qui ont été arrêtés à Banjoun. Ils sont 8. Ils sont à un carrefour. Ils tiennent des pancartes. Sur la pancarte, il est indiqué oui à un code électoral consensuel. Et ces pancartes-là sont dans le dossier de procédure. Oui à un code électoral consensuel. Demander un code électoral au Cameroun, ce n'est pas un acte de terrorisme. Oui à la fin de la guerre dans le Nozo. Nous voulons les audits sur les détournements des projets de la CAN et du Covid et que les responsables soient punis. Voilà ce que ces militants réclamaient à un carrefour. Ils ont été arrêtés. On leur reproche donc d'avoir monté, d'être des terroristes qui montent un coup pour aller destituer Paul Biya de ses fonctions à Banjoun. C'est-à-dire que c'est impensable ce qui arrive à ces militants-là. Et quand vous avez des choses comme ça, qu'on envoie devant le tribunal militaire, ces gars sont poursuivis pour actes de terrorisme, atteinte à la sûreté intérieure de l'État, pour avoir réclamé un code électoral, pour avoir réclamé la fin de la guerre dans le Nozo, pour avoir réclamé la transparence dans la gestion des finances publiques s'agissant de certains projets. Mais vraiment, Cédric, moi je ne comprends pas. La loi sur les manifestations publiques est assez claire. L'article 232 du Code pénal est assez clair. Lorsque vous vous engagez dans des manifestations publiques non autorisées, la peine va de 10 jours à 6 mois de prison. Maximum. Si le juge veut être ferme. Et généralement, c'est des choses qu'on réprime au plus par une peine d'amende. Mais je voudrais même dire que la liberté d'expression qui est consacrée par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est consacrée par notre Constitution, amène les citoyens à se prononcer sur la marche des affaires du public de notre pays. Quand les gens s'expriment, ce n'est pas un crime. On ne devrait pas aller en prison pour avoir exprimé ses opinions. Alors, quand des gens se sont exprimés comme ça et qu'ils se retrouvent 13 mois sans jugement, parce que ce qui se passe, c'est que les militants de Banjoun, tout comme ceux qui ont été arrêtés à Bafang, ceux qui ont été arrêtés à Bagante, ceux qui ont été arrêtés à Tchang et à Bafoussam, qui fait un total de 34 militants arrêtés, ils ont été arrêtés le jour même des faits. Ça veut dire que c'est le flagrant délit. Le flagrant délit se caractérise par une procédure extrêmement sommaire. Est-ce qu'elle a été respectée, la procédure? Elle n'a pas été respectée. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un, vous faites le procès verbal, le même jour vous le traduisez devant le procureur de la République. Et le procureur de la République fixe la date d'audience la plus proche. C'est-à-dire que si on vous défère un mercredi, s'il y a audience vendredi, vous passez devant le juge le vendredi. Et le juge a un maximum d'1 mois pour trancher cette affaire. Alors, il n'est pas compréhensible que des gens aient été arrêtés, si on suppose en flagrant délit, de manière abusive d'ailleurs, en flagrant délit, qu'ils ne soient pas traduits devant un procureur de la République, mais qu'on les transfère devant un commissaire du gouvernement militaire. Qu'ils soient traduits de manière illégale et abusive devant un tribunal militaire. Et que 13 mois après, il n'y a pas de jugement. Ça ne se comprend pas. Il n'y a pas une loi qui autorise ça. Et sur les mandats de détention provisoire, pour que les Camerounais comprennent mieux dans quel contexte ces mandats peuvent être notifiés et quelles sont les limites de mise en œuvre de ces mandats de détention provisoire. Le Code de procédure pénale, à cause des abus que l'on avait constatés dans les détentions abusives des citoyens, a fixé un délai. En matière criminelle comme en matière correctionnelle, la détention provisoire a une durée de 6 mois, renouvelable une seule fois. Au-delà d'une période de 6 mois renouvelable une seule fois, ça fait 12 mois, vous ne pouvez plus être détenu, sauf si vous êtes devant une juridiction de jugement. Si vous êtes devant une juridiction de jugement, ce n'est que cette juridiction qui peut lever le mandat de détention. Si vous n'êtes pas devant une juridiction de jugement,
alors vous devez être automatiquement remis en liberté. Et si vous n'êtes pas remis en liberté, vous êtes en droit de saisir le tribunal, le président du tribunal de grande instance du lieu où vous êtes détenu dans la procédure qu'on appelle habeas corpus. Et quand vous le saisissez en habeas corpus, parce que vous êtes détenu sans mandat, et les militants de Yaoundé particulièrement font face à cette situation-là. Vous allez voir que les militants de Bafoussam n'ont pas posé ce problème. Mais les militants de Yaoundé sont devant cette situation-là. Et c'est pour ça qu'ils ont saisi le tribunal en habeas corpus. Parce que la détention avait duré plus de 12 mois et par la suite, ils n'ont pas été libérés. Donc, je dis que les militants du MRC sont victimes d'une justice politisée, d'une justice aux ordres. Nous ne sommes plus dans un État démocratique à partir de ce moment où la justice, qui est le régulateur des relations sociales, qui est le régulateur de la vie de tous les citoyens, la justice qui est le garant de la paix et de la sécurité, la justice qui devrait garantir la liberté, qui devrait garantir la sécurité à chaque citoyen. Ce n'est plus cette justice-là que nous vivons au Cameroun, en tout cas que les militants du MRC sont en train de vivre. C'est une justice clairement manipulée par le pouvoir politique pour régler des comptes politiques. Après vous mettre la voix de Sapi, honorable député Samuel Mout, des militants du MRC estiment qu'ils vivent une terreur d'État à travers une répression politique qui s'abat contre eux depuis près de 13 mois. Leur mandat de détention provisoire est arrivé à expiration en octobre 2021. Nous sommes déjà en novembre et ils sont toujours placés en détention. Comment expliquez-vous une telle situation? Est-ce que vous êtes d'accord avec eux qu'il s'agit d'une terreur d'État qui s'abat sur des militants politiques de l'opposition? Je voudrais déjà faire une dichotomie parce que je vois qu'il y a une confusion qui est en train d'être faite. Il y a une institution qui existe quelque part, on fait un mélange des genres en disant vous les gens de RDPC. Il y a une séparation nette, claire et précise entre ce que les institutions judiciaires ont compétent de faire et ce que moi, en politique, je dois faire au nom d'un parti auquel j'appartiens. Et notamment, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure par Justin Noah, le communiqué de secrétaire général de RDPC est extrêmement clair en la matière. L'ensemble des personnes qui se sont prêtées à un certain nombre de jeux qui sortent des clous de la légalité doivent être condamnées. Et dans ce cadre-là, effectivement, sur le plan politique, ça a été condamné. Maintenant, nous ne sommes pas les procureurs de la République. À l'intérieur, nous ne sommes que des simples militants. Et nous appartenons jamais à nous, militants de RDPC, d'utiliser d'un droit de poursuite qui n'est pas le nôtre. Il est du ressort exclusif, plein et entier des procureurs de la République. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut interroger pourquoi est-ce qu'à un certain moment donné, l'opportunité de poursuite est valable pour un certain nombre de personnes et pas pour d'autres personnes. Mais ce n'est pas à nous de le trancher. L'opportunité de poursuite également, ça existe. Je voudrais aussi préciser, là, ils ont parlé pendant 45 minutes, je ne sais pas combien de temps j'aurai à les répondre. Je voudrais également préciser que nous sommes dans la vie publique. Et dans le cadre de cette vie publique, je pense quand même qu'il est important que chacun de nous essaie d'apparaître aux autres sur ces beaux jours. Parce que quand j'entends un certain nombre d'arguments qui sortent de la bouche, notamment de Justin Noah, des gens qui sont pris en otage dans une république qui est la nôtre, par un dictateur reptilien par la suite, je n'ai pas l'impression que là, on veut apparaître à ces beaux jours. On peut se présenter aux jours dans ces beaux jours. L'autre chose également, je pense aussi que nous avons un devoir de cultiver une certaine sympathie à l'intérieur de la place publique. C'est à travers cette sympathie-là que nous pouvons très souvent également casser les barrières pour pouvoir convaincre les camps d'en face. Quand les gens s'inscrivent de manière, de manière régulière, de manière structurelle, dans la négation, dans la critique, qui d'ailleurs s'apparente dans un certain nombre de cas à certaines formes d'agression, parce que très souvent lorsque vous êtes trop critique, sans reconnaître de ce qui peut être fait de positif, vous pouvez par moments être agressif. Je souhaiterais également que dans la vie publique, que nous soyons là également des gens, parce que nous avons cette opportunité de parler aux citoyens qui nous écoutent, d'essayer également de cultiver ce talent de sympathie-là qui fait qu'à un moment donné, on peut penser également que voilà quelqu'un qui parle pour l'ensemble de ces communautés. Edmond Kamga a dit tout à l'heure que un état de droit se caractérise par la primauté des règles de droit. Je suis en parfait accord avec ça. Je voudrais également tout simplement aussi lui dire, à la suite de ce qu'il a affirmé, que la soumission à ces règles de droit constitue même le fondement
de nos propres libertés. La soumission à ces règles de droit, et ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est de Montesquieu. La soumission à des règles de droit que nous sommes fixées d'un commun accord est le fondement de notre propre liberté. Et dans le cadre également de ce que vous soulignez tout à l'heure, mais là également j'ai vu aussi qu'il y a un peu du parti pris, parce que vous posez une question simple à mon cher frère Maître Sapi, en ce qui concerne les conditions de renouvellement. Vous voyez très bien qu'il n'a pas voulu répondre, il a pris 15 minutes pour stigmatiser, pour pouvoir revenir à votre question, pour pouvoir reconnaître qu'en réalité, à partir du moment où on est dans une juridiction de jugement, on peut admettre effectivement que les élèves peuvent aller au-delà de ces 12 mois. Il aurait été plus simple pour lui de pouvoir dire cette formule-là, et il aurait gardé également un grand service aux citoyens que nous sommes. Maintenant, vous-même, vous le dites aussi, c'est revenu très souvent dans vos propos. À partir du 4, nous considérons que ces gens-là sont dans une situation de détention illégale. Ça me permet, nous fondant sur une affirmation comme celle-là, de solder également un passif, sur lequel également pendant 12 mois on a pataugé, qui consistait à dire, dans le cadre de cette arrestation-là, il n'y avait que de l'illégalité dans l'air. Si vous-même vous fixez votre illégalité à partir du 4 à la date où vous savez affirmer qu'il n'y a pas eu de prolongation, nous considérons également que dans le cadre de la première arrestation, il y avait une certaine forme de légalité qui avait été respectée. Je voudrais, là également, attendez, Cédric Noufélé, pour pouvoir vous dire qu'en réalité, la soumission à des règles de droit, c'est le fondement de notre liberté. Il ne faudra pas qu'on en déroge. Maître Sapi dit tout à l'heure, dit la Déclaration universelle des droits de l'homme nous confère un certain nombre, effectivement, de droits qu'il m'appartenait nullement de contester, et d'ailleurs qui sont repris dans notre préambule. Mais là également, Maître Sapi se réserve le droit de citer l'article 29 qui admet qu'à un moment donné, il peut être porté une limitation à cette liberté-là qui nous est reconnue à nous tous, à partir du moment où le fondement, c'est un fondement de droit, c'est une règle de droit que nous sommes d'un commun accord fixé. Cette liberté, cette loi-là peut faire une restriction à la loi. Et ça me permet donc de revenir aux manifestations de MRC. L'article 90, effectivement, de la loi de 1990 existe. Et cette loi-là, il ne faut pas la passer par perte et profit. Et elle consacre le fondement, effectivement, de la limitation d'une certaine liberté que vous et moi, nous pouvons avoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une loi qui décide que, effectivement, vous avez une liberté de parole, vous avez une liberté d'expression, vous voyez des conditions dans lesquelles une loi qui existerait quelque part, ces règles-là, cette liberté-là peut s'exercer. Et dans le cadre de la loi de 1990, elle existe et elle admet qu'effectivement, dans un certain sens, vous faites une déclaration de manifester, et dans un deuxième niveau, déclaration sur la base de laquelle on va vous donner un récépissé immédiatement. Ça, qu'on ne donne jamais. Attendez, on reviendra. Non, qu'on ne donne jamais. Je vous ai pas interrompu. Non, admettez ça aussi. Je vais admettre, mais pour pouvoir argumenter derrière. Non, admettez, vous avez demandé à admettre. Je vous en prie, Roger Justin, il a la parole. Il y a également, dans un second niveau, on admet également que l'institution habilitée en la matière, qui est ici le sous-préfet, peut estimer qu'à un moment donné, les conditions de la manifestation ne sont pas réunies. Et j'aime à dire, dans le cadre de ce jugement-là, qui est accordé au sous-préfet, il y a une grille d'analyse qui a deux éléments. Votre bonne foi et le fait du précédent. La bonne foi, vous allez me dire, sur le plan philosophique, même comment est-ce que vous pouvez faire pour établir la bonne foi de quelqu'un. Je vous le concède. Ouais. Mais le fait du précédent également, c'est une suite statistique d'événements que l'on suit dans le temps et qui peut donner un certain nombre d'enseignements quant à votre caractère même magnifique, je veux dire, quant à votre bonne foi que vous voulez clamer en disant que c'est une manifestation pacifique. Et dans le cadre effectivement de ces éléments empiriques, vous constaterez qu'il y a des déclarations qui sont tenues ici ou là. J'ai eu une discussion dans un cadre différent avec Maître Ndoki, à qui je le rappelais effectivement qu'il avait dit à qui il rappelait qu'il avait déclaré sa flamme aux manifestants burkinabés qui avaient renversé un régime. Ça également, ça ne peut pas être pris par perte et profit. Donc, quand vous avez dit préalablement, je suis très flatté par des gens qui ont bouleversé l'ordre institutionnel quelque part,
vous ne pouvez pas revenir le lendemain pour pouvoir dire je suis de bonne foi. Cet élément-là, déjà en soi, fait en sorte que chaque fois que vous allez avoir envie de manifester, on se posera des questions. Deuxième chose, lorsqu'on sortit de 2018, il y a l'élection présidentielle qui se dessine et qui vient de se solder, et qu'il y a un candidat qui sort, alors qu'il sait qu'il n'a aucun résultat sous la main et qui dit j'ai gagné, il s'attend à quoi? Il s'attend à une émeute. Je voudrais marquer un point d'arrêt là-dessus pour pouvoir dire, très souvent le temps, c'est nous apporter des solutions. La première solution à cette volonté de manifester, d'investir l'institution républicaine, elle est couronnée par le jeu qui vient de démocratique également, qui vient de se dérouler aux États-Unis. Et c'est Joe Biden, il voulait le paraphraser. Toute manifestation qui a tendance à remettre en cause notre institution, qui est contre les institutions, est une manifestation insurrectionnelle. Mais Joe Biden, attendez, Joe Biden aux États-Unis, je vous en prie, pour que les téléspectateurs comprennent, c'est un premier cas. Joe Biden n'est pas la justice américaine. Hein. Elle s'est prononcée au cas. La justice américaine, sur ce point précis, s'est prononcée au cas par cas sur les manifestants qui se sont mobilisés lorsqu'il y avait une compilation des résultats au niveau du Sénat américain. Ceux qui ont eu les plus lourdes peines sont ceux qui se sont introduits au Sénat américain, qui ont franchi la barrière de police. Mais aux États-Unis, je vous en prie, aux États-Unis, les manifestations sont organisées tous les jours. On a vu les partisans de Donald Trump, on a vu les partisans de Trump qui ont manifesté contre l'arrivée de Joe Biden et qui n'ont pas été inquiétés. Maître Sapi sur ce plateau. Si on était rentré dans le cadre de l'expression démocratique, si on était... Mais voilà donc un cas qui a été pris par Maître Sapi. Mais il y a des Camerounais qui ont manifesté à Banjul avec des pancartes. Les photos ont été prises, les images ont été prises. Il n'y a pas eu d'informations sur des casses relevées par la police ou les forces de l'ordre. Comment expliquer que ces personnes soient maintenues en détention jusqu'aujourd'hui? C'est ça le nœud central. Je vous en prie, Augustin Noah. Honorable, expliquez-nous comment les Camerounais ont déjà passé 13 mois sans avoir été jugés, sans qu'il n'y ait eu l'ouverture d'un procès. Je vous en prie. Honorable, dans le cas américain, effectivement, vous faites bien de souligner qu'il y a un certain nombre de personnes, parce qu'ils sont rentrés dans le Capitole, qui ont été condamnés. Si on était dans le cadre d'une expression de liberté publique, aucune condamnation n'aurait eu lieu. Et quand on parle effectivement de renverser, de s'attaquer aux institutions, c'est le fait également d'entrer par effraction dans une institution. Ça, c'est de la manipulation. Dans une institution publique. Quelque part également, je voulais terminer en paraphrasant Joe Biden, il n'y a pas d'insurrection pacifique. Et dès que, pour prendre ce volet-là, vous voyez très bien qu'on aura de la réserve à donner. L'autre chose également, vous dites que c'est Joe Biden qui l'a dit. Dans le cadre également... Laissez Biden, parlons du Cameroun. Je vous en prie, Roger Justin, il a la parole. Dans le cadre également des manifestations à l'intercontinental en Suisse, la manifestation elle a été déclarée illégale, tout simplement pour une raison simple. Là également le fait du précédent. Vous avez à l'intérieur de vos manifestants des gens qui ont demandé à manifester, un certain nombre de personnes qui ont été condamnées en France pour les mêmes causes. Et donc nous considérons que votre manifestation ne peut pas avoir lieu. Vous voyez très bien qu'on s'appuie sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir prendre une décision quelque part. Et sur le fondement de cette décision-là, il faut laisser la justice faire son cours. Là également, je voudrais terminer pour pouvoir appeler à Maître Sapi, qui est ici le représentant de la loi, qui est censé connaître mieux la loi que quiconque. J'ai commis en 2019 un article, effectivement, les maîtres de la parole ont perdu des arguments. Je souhaiterais que Maître Sapi prenne le temps de lire cet article-là pour pouvoir revenir à la conclusion de ce que on est civil certainement, mais on ne mêle pas nécessairement civil. C'est très souvent le civil qui devient militaire et il arrive très souvent également que le militaire devienne civil. Et ce n'est pas parce que vous avez une agrégation en droit que vous avez enfreint une règle qui vous permet de changer, qui vous amène à changer de statut, qu'on va se souvenir qu'à partir du moment où vous avez une agrégation en droit, vous êtes uniquement professeur, on ne peut pas vous traiter dans ce tribunal-là. Et dans le cadre effectivement de, comment on appelle ça, de la directive de l'Union africaine dans laquelle il s'appuie, cette directive, Maître Sapi a pour rôle tout simplement de consacrer une justice équitable à tous citoyens. Or, dans le cadre effectivement de cette justice militaire, vous voyez très bien la composition du magistrat,
des gens qui vous jugent, fait qu'en réalité, on peut penser que, également, l'information, si vous la tenez en compte, en plus, vous avez également la double degré de juridiction. C'est vous qui êtes avocat, si vous avez trouvé des garanties là-dedans, vous considérez effectivement qu'il n'y a pas une illégalité en la matière. Mais en tout état de cause, lorsque, sur la base d'un fondement de droit, il y a des gens qui ont été traduits dans cette juridiction-là, arrêtez de dire ces choses-là. J'ai une aparté honorable. Une parenthèse honorable. Mettez ça pour réagir après. Je dis, honorable, oui. Les populations qui ont cassé les ponts, coupé les troncs d'arbres pour barrer la route entre Ebolova et Akomdu, est-ce que c'était des actes de terrorisme? Est-ce qu'ils ont été poursuivis? Est-ce que c'est pire que ce que les militants du MRC ont posé? Est-ce que c'est pire? Vous faites de l'amalgame. Voilà, non, je ne fais pas de l'amalgame. Voilà des actes graves. Détruire un pont qui relie deux grandes villes. Voilà. Couper les arbres, barrer les routes à plusieurs endroits pour obstruer la circulation, empêcher la libre circulation des personnes et des biens. Est-ce que pour vous, c'est des actes graves qui méritent des poursuites? Mais bien sûr. Pourquoi est-ce que ces poursuites n'ont pas eu lieu alors que des gens qui tenaient de simples pancartes? L'honorable député a la parole pour le moment, messieurs. Ils ne sont pas terroristes, c'est ceux-là. Il a la parole. Je suis ici le représentant du RDPC sur le plateau, je ne suis pas le représentant du pouvoir judiciaire. Par ailleurs, je crois que vous n'avez pas oublié, je suis également un membre du Parlement et donc il m'arrivera, on me pardonnera difficilement de me prononcer ces choses-là. Mais tout au moins en étant républicain, je dois dire effectivement que à partir du moment où il y a soumission à la règle commune que nous sommes fixés a été entravée, nous perdons notre liberté. Alors justement, et cette liberté-là, si elle est perdue par un certain nombre de personnes, d'autres également. Ça s'applique à je vous en prie, Roger Justin Noir. Par contre, il ne faudra pas céder à la manipulation. Dans le cas, effectivement, des gens qui ont brûlé la préfecture, la sous-préfecture, quelque part, à Bichoua, en Bembis, vous savez, il y avait au moins 12 arrestations. Vous ne pouvez pas monter sur l'antenne pour pouvoir dire ces gens, ils ont fait des actes graves. Mais arrestation de façade. D'autres choses également à mettre Sapi. Comparaison n'est pas raison. On arrête des gens parce qu'ils ont cédé à des actes de vandalisme. On les arrête très bien, on ne pourra pas les juger pour actes de terrorisme. Les gens qui manifestement se mettent dans la rue en pensant qu'ils vont créer une émeute pour pouvoir renverser les institutions républicains, on n'est pas absolument dans la même démarche. Alors, honorable député Samuel Motte, vous êtes républicain, vous le clamez, vous êtes législateur, parce que vous siégez à l'Assemblée nationale. Et il y a une loi qui existe. Cette loi précise qu'après 2 mandats de détention provisoire, le juge d'instruction devrait se prononcer sur la situation de ces prévenus. Cela fait 1 mois que le 2e mandat de détention provisoire des militants du MRC est arrivé à expiration. Ça fait 1 mois déjà. Pour vous, est-ce qu'ils méritent toujours d'être en prison? Premièrement, on ne peut jamais souhaiter la prison à qui que ce soit. Ce n'est pas parce qu'on est dans un jeu partisan que forcément, lorsqu'on a arrêté mon vis-à-vis, que je dois m'en réjouir. Nous avons tous besoin, parce que chacun de nous finit par passer de là un jour, nous avons toujours besoin d'une justice un peu plus rapide, un peu plus équitable, pour être sûr que chaque fois il n'y a pas de poids de mesure à l'intérieur de la société. Donc s'il y a une règle qui doit être d'application, elle doit être appliquée, mais en même temps, je suis désolé, mais moi pour ma part, je suis convaincu que nous sommes dans un état de droit. Je vois difficilement nous sommes dans un état de droit. Je vois donc difficilement un magistrat pour pouvoir détenir quelqu'un alors qu'il n'a pas un mandat. Mais je crois également que M. Sapi m'a apporté la réponse tout à l'heure. Il a dit, des bouts de lèvres 7, à partir du moment où nous sommes à l'intérieur d'une juridiction de jugement, on peut considérer qu'on n'a peut-être pas besoin de renouveler un mandat et que la justice peut poursuivre son cours. Mais ne vous contentez pas du haussement de la tête. Non, c'est ce que la loi prévoit, mais ce n'est pas le cas pour les militants de Yaoundé. Avec la précision, c'est pas le cas. Oui, j'ai dit que... Non. Si. Les militants de Yaoundé ne sont devant aucune juridiction de jugement. Le tribunal de grande instance de Yaoundé a été saisi en habeas corpus. On ne peut pas saisir le tribunal en habeas corpus pour des gens qui sont devant une juridiction de jugement. Quand vous êtes devant une juridiction de jugement, on demande la liberté provisoire devant le juge, devant lequel vous comparaissez. Alors, mais quand vous n'êtes pas devant une juridiction de jugement, c'est le habeas corpus. Le habeas corpus a été demandé. Il a été rejeté. Alors qu'il n'y a plus un mandat de détention. Ces militants sont en appel.
ça va suivre le même sort. Les juges d'appel vont rejeter parce que c'est des procès politiques. Ils ont rejeté. Alors il faut comprendre que Après, c'est des procès hautement politiques. Après ces Et dans éclairages ce genre de procès, que vous venez la décision d'apporter, ne vient jamais du juge, la décision vient de l'homme politique. C'est l'homme politique qui dicte. Donc Paul Biya utilise la justice pour brimer les militants du MRC, ce qui est inacceptable dans un état de droit. Après, Donc, cette nous ne précision- sommes plus, comme l'a dit Edmond, nous ne sommes plus dans un état de droit dans des cas pareils. après cette précision que vous venez d'apporter, j'aimerais avoir la réaction d'Aristide Monod. Il y a cette dénonciation de terreur d'État selon des militants d'une formation politique de l'opposition. Dans le camp du RDPC, on estime que c'est une république qui est en vigueur au Cameroun et que la justice s'est saisie d'une affaire de tentative d'insurrection. Au moment où on célèbre les 39 ans d'exercice du pouvoir du chef de l'État, quelle image cela renvoie, cette justice et ces militants d'une formation politique de l'opposition qui sont en détention depuis 13 mois? Quelle image voudrait-on renvoyer aux Camerounais? Aristide. Cédric Noufélé, il est déjà important de rappeler ce que signifie un état de droit. Le grand frère Edmond l'a rappelé un peu en disant qu'il faut qu'il y ait une séparation entre les différents pouvoirs, séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, pouvoir législatif. Il y a également que le droit doit être le produit du rapport de force entre les dominants et les dominés sur le plan démocratique. C'est-à-dire qu'on peut avoir de mauvaises lois ou des mauvais droits. Si on applique un mauvais droit ou une mauvaise loi, sommes-nous finalement, ou alors sommes-nous encore dans l'état de droit? Je dis totalement non. Ce qui permet de balayer rapidement la question de la soumission à la loi convoquée par l'honorable Samuel Monod. Parce qu'il faut que cette loi soit l'émanation de la volonté populaire ou de la majorité. Mais du moment où on a un parlement qui est monocolore, quasi monocolore, un parlement qui est pratiquement une chambre d'acclamation, une chambre d'ovation, une chambre qui n'arrive pas jusqu'ici à engager une enquête parlementaire malgré tous les scandales connus. Je parle du cas de la Covid, je parle également du cas de la CAN. Une Assemblée nationale qui n'arrive pas à engager de véritables jeux de questions-réponses avec les membres du gouvernement et laisse peut-être des initiatives aux élites du Sud pour aller cuisiner des ministres. Est-ce que cette Assemblée est à même de produire une loi ou un droit qui répond à l'aspiration de la majorité? Si, au niveau de la production ou de la cuisson de la loi, les ingrédients sont totalement faussés, ce sont des mauvais chefs d'orchestre qui sont à la manœuvre, forcément, M. Samuel Monod. Cette loi est querellable et elle doit être querellée et contestée à un moment donné. C'est pourquoi la loi de décembre 2014 s'affirme aujourd'hui comme l'émanation d'un clan ou alors de l'ordre hégémonique qui se donnait comme ça des instruments pour mater des velléités à venir qui se pointaient à l'horizon. L'état de droit, ce n'est pas la soumission à une loi injuste, ce n'est pas la soumission à un droit qui est produit de manière partiale, de manière partisane. Il va falloir que la loi doit être l'émanation de la majorité. J'ai démontré que du moment où ceux qui doivent produire les lois sont mal élus, du moment où ils sont des voleurs durs, du moment où ils n'arrivent pas à respecter l'équilibre, l'équité dans le jeu, du moment où ils utilisent, ou au niveau du jeu des élections, le camp dominant utilise les ressources de l'État de manière abusive et fabrique son parlement, c'est-à-dire la chambre de fabrication des lois. Ces lois sont querellées, sont querellables et doivent être querellées. Monsieur Samuel Monod. Deuxième chose, pour ce qui est de la brimade des opposants,
il faut dire que le MRC se situe tout simplement, les militants du MRC se situent dans un engrenage qui a un ancrage historique. Et cet ancrage historique part même de la nature de notre État qui est une post-colonie ou alors une néocolonie. Dans la mesure où ceux qui dirigent aujourd'hui sont ceux-là qui ont été positionnés en 1960 pour perpétuer l'ordre colonial, qui est un ordre répressif, qui est un ordre brutal, qui est un ordre de brimade. Et au regard des différents moments convulsifs de notre pays, vous allez vous rendre compte que les auteurs, ceux qui ont été qualifiés de dissidents, ont subi pratiquement la même chose que les militants du MRC aujourd'hui. Madame Henriette Ekoué, vous vous souvenez, a été arrêtée, elle a été déshabillée dans une prison qui contenait des hommes. On lui a enlevé ses habits. Ça, c'était en 90. Le chairman Ni John Frundi, le chairman Ni John Frundi a subi. Est-ce que vous vous souvenez encore du nombre de morts le jour de la marche fondatrice du SDF? C'était combien de morts? Est-ce que vous vous souvenez de 2008? Est-ce que vous vous souvenez de 2008, M. Samuel Mout? Est-ce que vous pouvez dire aux Camerounais le nombre de morts lors des marches pacifiques de 2008, les marches de la faim? Est-ce que vous pouvez dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort? Ça signifie qu'on est dans une logique, on est dans une continuité. Ce qu'on a imposé à l'UPC, ce qu'on a imposé aux dissidents de 84, ce qu'on a imposé aux dissidents de 90, ce qu'on a imposé aux dissidents de 2008, c'est ce qu'on impose aujourd'hui aux militants du MRC. Donc, le problème n'est pas spécifique au MRC, c'est un problème global qui est congénital au système dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un système qui a des ramifications coloniales. On gère le Cameroun comme une colonie. Et le maître, à l'époque c'était la mère patrie, aujourd'hui ce sont des suppôts de la mère patrie qui continuent la manœuvre avec pour seule intention la perpétuation au pouvoir. Et cette perpétuation puise dans l'appareil répressif de l'État, puise également dans l'appareil judiciaire de l'État pour mater toute velléité dissidente. On appelle ça l'assimilation de l'adversité politique ou alors l'assimilation des opposants. Ce n'est pas né aujourd'hui, c'est depuis 1960 que nous sommes dans cette dynamique. Donc, tout ce qu'on peut sortir en matière de droit à cet instant ne peut trouver sa signification que si on situe cela dans l'historicité même de l'État du Cameroun, qui est un État néocolonial. Et le président Paul Biya, a été formé pour gérer les colonies. Mais pourtant, il a indiqué dans une grande interview qu'il souhaite qu'on retienne de lui l'homme qui a apporté la démocratie et la prospérité. À travers l'expression démocratique, les lois de 90, la liberté d'expression et l'existence de ce multipartisme, est-ce qu'il a œuvré durant ces 39 ans à permettre aux Camerounais d'exprimer leur point de vue où qu'ils soient, sans qu'ils ne soient inquiétés pour leur opinion politique? Quel bilan faites-vous? Déjà, c'est Cédric Noufélé, avant d'interroger l'itinéraire du président de la République et son bilan, il est important de savoir déjà d'où il sort en 82. Le président Paul Biya est un élément de l'écurie de Louis Paul Ojoula. Il est la fabrication typique de M. Amadou Ahidjo. Le président Biya n'a jamais fait un concours. Le président Paul Biya n'a jamais été recruté quelque part. Nous sommes en 1960. Je dis, nous sommes en 1960. Il n'a jamais été recruté. Il appartient à quel corps? Il appartient à quel corps? Le président Paul Biya appartient à quel corps de métier, monsieur honorable Mout? Il appartient à quel corps de métier? Il est enseignant? Oui. Il est avocat? Oui. Il est médecin. C'est-à-dire que le président de la République, c'est la fabrication de la nomination et la fabrication des élections querellées. Donc il arrive dans un contexte, il a été fabriqué, je dis il a été fabriqué. Le président Biya a été fabriqué de 62 à 82, de 82 à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appelez fabrication? Cette fabrication
moulé. Quelqu'un qui vient... Vous en prie, honorable député. Monsieur Ahmad Douayi Diop avait des opportunités. Il avait des opportunités. Il y avait Moussa Yaya, il y avait Aïssi Mvoto, il y avait des éléments sur lesquels, voilà, il avait des éléments sur lesquels il pouvait bien s'appuyer, mais il a posé son choix sur le président Paul Biya, fabriqué. Je dis bien fabriqué. Alors, si on a donc un fabriqué, ça veut dire quelqu'un qui est issu des réseaux néocoloniaux, les réseaux qui l'ont positionné, forcément, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils servent le peuple, parce que le peuple ne l'a pas mis à ce niveau, c'est plutôt les réseaux néocoloniaux. Il a donc des comptes à rendre aux réseaux néocoloniaux. Cela donc va expliquer ces différents mandats à la tête de l'État. Et vous allez vous rendre compte que le président Biya a puisé dans les réflexes autoritaires. Je ne vais pas parler de post-autoritaires, des réflexes autoritaires. Et il a toujours été animé par ces réflexes autoritaires. À chaque fois qu'il y a eu ouverture, c'était généralement des concessions lorsqu'il se sent acculé. Parce que le président de la République est assez rusé. Lorsqu'il se rend compte que la situation est difficile, il engage rapidement ce que le professeur Luc Sunjun appelle les transactions collusives et les transactions collisives pour atteindre ses fins. Il est fin réaliste. Seulement dans son réalisme, qui vise l'assimilation des opposants, il a mangé Ni John Frundi. Il a désubstantialisé Bello Bouba. Il a vidé M. Jacques Kindi. Il a pressé même les acteurs de la société civile, tels que le professeur Mathias Ouonangini, comme des oranges. Donc le président de la République, à chaque fois qu'il est coincé, il rentre dans ces transactions. Et je suis convaincu que le MRC a déjà fait l'objet de cette courtisanerie à l'effet d'assimilation. Il y a eu d'ailleurs des éléments de ce parti qui ont cédé, qui ont craqué, qui n'ont pas tenu face à cette stratégie, cette petite ruse-là qui vise l'assimilation de l'adversité. Et le président de la République a donc toujours donné des gages d'ouverture à chaque fois qu'il s'est retrouvé dans des situations chaotiques. Il faut également dire une chose, c'est que il se nourrit du chaos. Peut-être qu'il n'est pas l'auteur des chaos ou le responsable des chaos, mais le président de la République se nourrit des chaos. Les chaos renforcent sa stature de l'homme essentiel, de l'homme providentiel, de l'homme du moindre mal. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je prends le cas de 1984, il sort comme le vainqueur. Il a maté une rébellion, il est venu à bout d'une rébellion. En 1990, il sort de la situation, il est présenté comme l'homme qu'il faut aux Camerounais. Avec l'affaire de Bakassi, il gagne la procédure, il est également, En fait, il sort de là toujours réaffirmé. La guerre contre Boko Haram, il sort de là étant gradé. Maintenant, le cas de la crise anglophone, c'est là où ça coince. Donc, à un moment donné, ces différents chaos ont fait en sorte qu'ils bénéficient de ce que j'ai appelé tout à l'heure, que j'ai qualifié tout à l'heure, des circonstances atténuantes, c'est-à-dire l'illusion du leader essentiel. C'est-à-dire, s'il part, qui va encore gérer ce genre de situation. Et entre-temps, pour chuter, il a fait des efforts de prospérer dans le parricide et le filicide. C'est-à-dire qu'il est parricidaire et filicidaire. Il tue les pères. C'est-à-dire que ceux qui l'ont positionné, comme Ahmad Douayi Diop, il est neutraliste, il les tue. Il tue également les fils, c'est-à-dire les défunts. Ça fait donc qu'il reste seul. Avant lui, il n'y a rien. Après lui, il n'y a rien. Alors, il faut préciser, présent. Il faut préciser que le terme tuer ici n'est pas une élimination physique. Non, c'est parricide politique et filicide politique. Donc, il ne faut pas qu'il y ait amalgame. Donc, il a créé ce vide pour qu'à un moment donné, que les Camerounais se retrouvent sans alternative et qu'il reste toujours la seule alternative. Malheureusement, la nature ne connaît pas ces manigances. Après cette analyse, avant que vous ne réalisiez, honorable Samuel Mout, permettez à d'autres de pouvoir dire un point, puisqu'on fait le bilan des 39 ans d'exercice du pouvoir du chef de l'État, Edmond Kamgia, le président de la République. Vous le suivez
depuis les années 90. Vous étiez déjà rédacteur en chef, à la fois pour l'expression Le Messager. Il a pris de nombreux engagements durant les différents mandats présidentiels. Il a fait de nombreuses promesses aux Camerounais, notamment l'amélioration des conditions de vie, la préservation du vivre ensemble et cette fameuse décentralisation. Pour vous, est-ce que ces engagements ont été tenus? Est-ce qu'il y a des réalisations? Quel bilan faites-vous? D'abord, avant de répondre à cette question, je voudrais partager l'idée d'un système répressif qui est en cours au Cameroun depuis les années d'indépendance jusqu'à ce jour. Mais en réalité, c'est même avant l'indépendance du Cameroun. Quand, en 1955, l'UPC a été interdite, le 13 juillet 1955, en réalité, je veux parler d'une triple répression, d'un triple système répressif qui date d'avant l'indépendance et qui a continué avec l'indépendance du Cameroun et jusqu'à ce jour. La répression est d'abord administrative, la répression est ensuite policière, la répression est aussi judiciaire. Répression administrative, ça commence avec l'UPC, qui est un mouvement que les Camerounais, qui vraiment fait du Camerounais le cœur de ces problèmes, c'est-à-dire l'UPC vise l'amélioration du standard de vie des Camerounais. Et depuis sa création, le 10 avril 1948 jusqu'à ce jour, ce parti fondateur, ce parti nationaliste, qui a été éclaté de la volonté du système colonial de l'ancien maître. J'allais même dire, l'ancien maître n'est jamais parti, puisque la France, qui a reçu le Cameroun, comme la Grande-Bretagne, dans le double mandat et la double tutelle, a toujours considéré le Cameroun comme étant un élément fondamental de son précaré. Je parlais d'un système répressif administratif. Vous allez voir, que ce soit la France ou alors ceux qui ont dirigé le Cameroun après la France et qui rendent compte à la France, ils ont utilisé les mêmes manœuvres. Je rappelais tout à l'heure que le 13 juillet 1955, l'UPC a été interdite. Rappelez-vous, il y a eu les villes mortes dans les années 91. Il y avait des associations de la société civile qui jouaient un rôle majeur aux côtés des formations de l'opposition, notamment la coordination des partis politiques de l'opposition, qui ont été interdites le 13 juillet 1991. Vous voyez un peu la similitude. 13 juillet 55, 13 juillet 91. Et ces associations qui jouaient un rôle majeur dans l'avancée des mouvements qui visaient à restaurer la liberté et la démocratie du Cameroun. Je pense à Cap Liberté de Ndjekam Tchameni. Je pense à l'OCDH, l'Organisation camerounaise des droits de l'homme, qui avait à sa tête l'actuel, Maître Charles Tchungang, qui a été bâtonnier de l'ordre du Cameroun, qui a travaillé avec d'autres personnalités, parmi lesquelles feu Maître Ngalemiano, parmi lesquels feu Lapiro Nombanga, parmi lesquels feu Pius Ndiawe. L'OCDH, Cap Liberté et d'autres associations de la société civile jouaient un rôle majeur aux côtés des formations politiques de l'opposition. Alors le pouvoir a agi exactement comme la France avant l'indépendance. Ils ont décidé de faire disparaître ces formations, ces associations qui pratiquement donnaient le là aux côtés des formations politiques de l'époque, dans les années 91, je pense à l'UNDP. Je dois rappeler ici que l'UNDP était le principal parti de l'opposition. Quand il y a eu les villes mortes, l'UNDP, il y avait le chairman également, le SDF, dont on a vu sa capacité de mobilisation à travers la dynamique de l'Union pour le changement. Je parlais de la répression administrative. Il y a eu également la répression judiciaire, il y a eu la répression policière. Maintenant, je parle de la répression policière. Il y a des dates qui marquent cette répression-là. Je reviens à l'année 55, mais cette fois-ci, mai 55 au Cameroun. Toute la semaine du 20 au 25 mai 1955, il y a des Camerounais qui se sont élevés pour dire non à la France. Pour dire à la France de respecter, n'est-ce pas, le mandat et la tutelle que l'ONU lui a donné. Il ne s'agissait pas de brimer les populations. Des populations ont marché à Douala, Yaoundé, Konsamba et dans d'autres villes du pays. Il y a eu des massacres. Je parle des massacres de mai 55. Et le deuxième massacre, cette fois-ci, nous sommes 30 ans après, en 1990, le 26 mai. Vous voyez bien le lien. Je parlais de juillet 55, je parlais
de juillet 1991. Maintenant, je vous parle des massacres de mai 55 et je vous parle également des massacres de mai 1990, le 26 mai 1990, lors de la marche qui permet au Social Democratic Front de naître dans la douleur. Il y a eu des morts à Bamenda. Et rappelez-vous, cette répression policière a fait de nombreux morts. Et le pouvoir a dit à l'époque que c'était des morts piétinés. Alors que c'était des morts qui avaient reçu des balles. Au nom de ces martyrs, au nom de leur famille, je leur renouvelle nos condoléances. À ce jour encore. Donc cette répression policière de mai 55, de mai 90, s'est poursuivie au Cameroun. Avec les villes mortes. Dans les villes mortes, il y a eu des échanges de coups, des tirs. C'est-à-dire pendant que les populations marchaient dans la rue pour réclamer la liberté et la démocratie, il y a eu la répression. Il y a eu des morts. Quand je poursuis avec la répression policière, nous tombons maintenant en 2008 dans ce qu'on appelait les émeutes de la faim. Cette fois-ci, c'est février. Cette fois-ci, c'est février. Et il y a eu, le gouvernement a reconnu qu'il y a eu 40 morts officiellement. Mais les associations, la société civile, estiment qu'il y a eu beaucoup plus, qu'il y a eu 10 fois plus. Certains ont parlé de 400 morts, 300 morts ou 200 morts. Mais le gouvernement, lui, reconnaît qu'il y a eu 40 morts. Et beaucoup de ceux qui ne sont pas morts se sont retrouvés dans les géoles. Dans les géoles, à Douala, à Yaoundé et un peu partout dans d'autres villes du pays. Et c'est pour vous dire qu'il y a eu, pour ces jeunes qui se sont retrouvés dans les géoles après 2008, il y a eu la répression, non seulement policière, mais il y a eu également la répression judiciaire qui s'est attaquée à eux. Continuons avec la répression policière. Nous sommes en 2016 et cela marque, n'est-ce pas, les mouvements de contestation des avocats, ensuite des enseignants, ce que nous avons considéré, ce qu'on a appelé la crise anglophone. Et je peux dire que lorsque les avocats et les enseignants ont marché, ils n'avaient aucune arme sur eux, ni arme blanche, ni aucune autre arme. Ils ont été victimes de répression. Et je voudrais rappeler qu'avant la marche des avocats et des enseignants dans le cadre de la crise anglophone, il y a eu ce qu'on a vu à Bamenda, à l'université de Boya. Et nous l'avons dit sur ce plateau, que la manière dont ont été traités, maltraités les étudiants, les garçons et les filles, et surtout les filles, qui étaient dans... Beaucoup n'étaient même pas au campus, elles étaient dans leur chambre. Les portes ont été cassées, elles se sont retrouvées dans la boue, elles ont été, pour certaines, violées, on les a transportées dans des camions comme des esclaves. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas si les forces de police et de gendarmerie qui ont commis ces forfaits vis-à-vis de ces étudiants de Boya ont simplement été interpellés, jugés ou sanctionnés. Jusqu'à ce jour. C'est pour vous dire, avec la répression administrative, répression policière, répression judiciaire, ce triptyque qui a démarré avant l'indépendance se poursuit et marque jusqu'au collet les régimes successifs d'Aïdjo et de Biya. Et il faut le rappeler pour comprendre pourquoi dans l'évolution historique et politique du Cameroun, on a du mal à faire en sorte que la liberté et la démocratie soient véritablement l'incarnation de la volonté populaire des Camerounais. Parce que les régimes en place ont toujours utilisé des méthodes de répression. Et jusqu'à ce jour, si on parle d'élections, il y a eu deux principales élections qui ont été des moments forts au Cameroun. Je dis depuis 30 ans. De toutes les élections présidentielles qui ont été organisées, il y en a deux où le peuple s'est levé comme un seul homme pour dire voici pour qui on va voter et nous souhaitons que notre voix soit respectée. Malheureusement, dans l'un comme dans l'autre cas, on a vu comment ça s'est passé. Je parle précisément des élections présidentielles du 11 octobre 1992 et de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Ce sont des élections qui ont connu pratiquement le même sort. C'est-à-dire le peuple s'est levé pour voter pour un candidat de l'opposition qui, à la fin, au lieu que les résultats donnent la victoire à Ni John Fundi en 1990 ou au président du MRC, Maurice Kamto, en 2018, on a vu des résultats qui ont été fortement contestés.
Je vous en prie. Monsieur Samuel Motte, je suis en train d'expliquer une situation. Et j'ai des repères historiques. Je dis, de toutes les élections qu'il y a eu, en 92 comme en 2018, que ce soit la Cour suprême, avec du Pandamouere, le 23 octobre, lorsqu'il proclamait l'élection présidentielle, comme avec l'actuel président du Conseil constitutionnel, on a vu comment, dans la décision, comme dans la prédécision, le peuple a eu le sentiment profond que sa victoire, la victoire de son candidat lui a été volée. Et dans ces deux crises post-électorales, qui ont des effets, qui marquent le peuple camerounais jusqu'à ce jour, on peut comprendre pourquoi les régimes en place ont du mal à accepter qu'il y ait une véritable transparence lors des élections au Cameroun. Alors après, il faut préciser que durant ces élections, le chef de l'État a été réélu, la Cour suprême et le Conseil constitutionnel l'ont une fois de plus déclaré vainqueur. Pour autant, Roger Justin Noah, au-delà de cette situation que vivent vos camarades militants du MRC, quelle est l'autopsie que vous faites de ces 39 ans d'exercice du pouvoir du président de la République, Paul Biya? Oui, mais avant d'y arriver, M. Nefele, je suis abasourdi par les déclarations de l'honorable Motte lorsqu'il évoque la soumission aux lois. Or, il sait que ses camarades ne se sont pas soumis aux lois et règlements de la République. Il y a pas mal de cas qui le démontrent. Lorsque un sénateur donne des coups de tête mortels, à tel point qu'on l'appelle désormais Monsieur sénateur coup de tête à Kribi, est-ce qu'il s'est soumis aux lois? Lorsque vous-même, vous aviez refusé de vous soumettre aux règles de votre parti et avez traité de tous les noms d'oiseaux votre camarade chez vous, est-ce que vous êtes soumis aux lois? Noah, ne parlez pas des choses que je m'arrête là pour l'instant. Je suis pas venu parler des problèmes de mon parti, c'est le problème. Oui, je m'arrête là pour l'instant. Donc, je demande simplement que... Je trouve ça totalement déplorable que vous puissiez évoquer un sujet, mais il en va de toutes vos déclarations comme ça, vous parlez des choses que nous connaissons pas. Écoutez, vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que je dois dire, parce que vous savez bien que c'est la vérité. Je vous ai vu en sueur lâcher des mots que je ne veux pas répéter ici. Et là, vous n'avez pas évoqué le concept de la soumission. Vous voulez que vous l'évoquez uniquement quand il s'agit, n'est-ce pas, de militants du MRC. Je suis un grand... En essayant même de manipuler l'opinion publique. Je vais vous dire, M. Samuel Motte, nulle part, les militants et sympathisants du mouvement pour la naissance du Cameroun n'ont détruit le moindre bien public ou privé pour que vous évoquiez une quelconque insurrection ou quoi que ce soit, une violence qui amène les sous-préfets interdits nos manifestations. Je vous rappelle que la dernière fois à Yaoundé, on a évoqué la Covid, mais on voit chaque jour comment vous-même vous ne respectez pas vos propres mesures barrières contre la Covid, mais vous les évoquez uniquement dans le cas des militants du MRC. Cela dit, M. Nefele, voyez-vous, le 6 novembre 1982, c'est une date douloureuse pour le peuple camerounais. Parce que on est passé de l'espoir à l'enfer. Si un Camerounais meurt aujourd'hui et que Dieu l'envoie en enfer, il dira à Dieu, j'ai l'expérience de l'enfer. Je sors de l'enfer qui s'appelle le Cameroun. Monsieur Paul Biya, qui s'est avéré aujourd'hui comme un féroce dictateur, et je vais vous le dire, un caméléon. Vous savez, le caméléon, c'est un reptile. Et les scientifiques l'ont classé parmi ce qu'ils appellent les sauriens. C'est un reptile qui se confond à l'environnement pour passer inaperçu. Et M. Paul Biya, à chaque fois, essaye de s'adapter à la situation pour pouvoir continuer à préserver, à se maintenir au pouvoir.
durant les années, au début de la décennie 90, nous avons eu ces Camerounais qui voulaient véritablement le changement. Et le caméléon politique s'est encore adapté et est sorti vainqueur. Vous aviez les lois, toutes les lois qui sont sorties de là, les lois qu'on appelle loi de liberté, quelles qu'elles sont devenues aujourd'hui. Je vous prends un seul exemple. La loi sur le maintien de l'ordre, notamment qui évoque en l'un des articles la détention administrative pour les grands bandits. Mais, voyez-vous, M. Nufele, les autorités administratives ont à plusieurs reprises utilisé cet article-là pour placer en détention administrative des militants du mouvement pour l'instance du Cameroun. Voilà un régime qui a toujours brillé par les slogans. Lorsque M. Paul Biya arrive au pouvoir, il a dit rigueur et moralisation. Qu'est-ce que nous avons reçu aujourd'hui? Nous avons reçu plutôt des détournements massifs, une corruption impressive qu'on n'a jamais connue dans ce pays. À tel point qu'on a été classé, le pays le plus corrompu du monde. Oui, ça, c'est un drôle de champion. Il a parlé bien après, après la période de conjoncture structurelle, il a parlé du bout du tunnel. Monsieur Nufele, il n'y a que Monsieur Biya, le dictateur Biya et son entourage qui ont vu le bout du tunnel. Les Camerounais continuent à chercher ce bout de tunnel chaque jour et ils s'éloignent même de jour en jour. Il a parlé de la santé pour tous en l'an 2000. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Les enfants, le taux de mortalité des enfants qui a augmenté. Les femmes qui essaient d'accoucher dans les hôpitaux qui meurent. On les retient chaque jour, on le voit, on les retient chaque jour parce qu'elles ne sont pas en mesure de payer les frais de l'hôpital. Pourquoi? Parce que les familles sont de plus en plus pauvres sous l'aide de M. Paul Biya. Et je voudrais vous rappeler qu'au moment où il prenait le pouvoir, lui-même l'avait déclaré que son prédécesseur lui a laissé un pays prospère. Oui, il y a eu notamment la crise pétrolière qui a eu des conséquences que l'on sait. Mais s'il y avait eu bonne gestion, je pense qu'elle n'aurait pas eu autant d'impact parce que son prédécesseur a laissé de l'argent du pétrole. Qu'est-ce qu'on en a fait? Lorsqu'il prenait le pouvoir, le Cameroun connaissait une croissance à 2 chiffres. Mais depuis lors, le Cameroun n'a plus jamais atteint une croissance à 2 chiffres. Depuis lors, le Cameroun peut même atteindre la moyenne de 6%. Depuis qu'il est au pouvoir, le maximum c'est 6%. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'en 2020, le taux de croissance, selon l'Institut national de statistique, est de 0,5%. Mais il y a eu les grands projets structurants qui ont été annoncés par le chef de l'État et le document de la stratégie pour la croissance et l'emploi. Est-ce que ces différents éléments ont permis de remettre le Cameroun sur les rails de l'émergence? Monsieur Nufele, l'émergence, comme la plupart de leurs déclarations, grande ambition, grande réalisation, ce ne sont que des slogans creux qui ne sont là que pour maintenir notre grand-père national, le dictateur Paul Biya, au pouvoir. Il a dit que le Cameroun allait être un très grand chantier, mais on ne voit pas les chantiers. Prenez la plupart des barrages. Rien ne fonctionne. Vous ne pouvez pas avoir de l'électricité chez vous, que ce soit à Yaoundé ou à Douala, les deux villes les plus importantes du pays, 24 sur 24. Même en une seule journée à Yaoundé, on ne peut pas voir. Douala, pareil. Et Menvelé, on a dépensé déjà beaucoup d'argent, il n'y a pas d'impact. Il y a même un barrage du côté de l'extrême nord, Bini-Wadak, pour quelques dizaines de millions, quelque chose comme ça. Ce barrage-là n'est jamais terminé aujourd'hui. Monsieur Nufele, ce n'est qu'au Cameroun qu'on construit 11 km d'autoroute en plus de 10 ans. C'est ça les grandes réalisations. Ce n'est qu'au Cameroun que l'on prend plus de 10 ans pour construire 60 km d'ailleurs qui ne sont pas encore terminés d'autoroute Douala-Yaoundé. À ce stade, parvenu en 2021, le Cameroun devrait avoir plusieurs autoroutes. Mais on n'en a pas encore. On ne connaît pas ce bonheur-là. Monsieur Nufele, en 2021, les Camerounais tombent sur les escaliers roulants dans le Grand Mall. Parce qu'ils ne sont pas habitués.
C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ils ne sont pas habitués à ces choses-là. Tu fais fort. En 2021, ils tombent encore. On a vu, tout le monde a vu des femmes, des hommes, des enfants. Parce que ces choses-là, ils ne connaissent pas. Un pays qu'on dit prospère. Ça fait partie du progrès. C'est tellement... Ça fait rire, mais c'est une réalité qui fait mal. Il faut arrêter de faire rire les gens. Je voudrais vous dire que ce régime brille par des détournements et la corruption. C'est un régime qui a plus passé le temps à fabriquer des milliardaires parmi les hauts fonctionnaires. C'est un pays où on a transformé un technicien de télécommunications venant d'Israël en un milliardaire, Elon Musk, pour ne pas le nommer, qui possède des résidences conçues tant au Cameroun qu'à l'étranger, notamment à Los Angeles. Voilà un technicien qui est venu il y a quelques années, mais qui a des résidences de 20 millions de dollars, c'est-à-dire plusieurs milliards de francs CFA. C'est ça le pouvoir de M. Paul Biya. Volez tant comme vous voulez, ne menacez pas mon pouvoir, il faut que je reste là. Mais nous disons, à l'heure de sa 40e année de pouvoir, nous disons à M. Paul Biya, il avait dit une fois, il voudrait qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie. Et la prospérité. La prospérité, le président de l'Assemblée nationale, lorsqu'il prêtait serment, je pense en novembre, le 6 novembre 2018, a dit que pour la prospérité, on verra plus tard. Donc je reste sur... Lui me l'avait dit, c'est pas moi. Alors, il a dit qu'il veut qu'on se souvienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie. 39 ans après, s'il devait partir aujourd'hui, est-ce que nous allons nous souvenir de lui comme quelqu'un qui a apporté la démocratie? Non. Nous allons nous souvenir de lui comme un dictateur sanguinaire. Pourquoi? Je vous en Parce prie, qu'il a du sang. Pas de propos. Il a des, non, pas de propos déplacés à l'encontre de la première personnalité de la République. Lorsque je suis d'accord avec vous, mais je donne le fait. Comme sanguinaire. Il a parlé de c'est du sang qui a coulé. Une insulte. Non, c'est pas une insulte, c'est les faits. La création du SDF, le sang a coulé, c'est les faits. Mais donc, rien ne dit que c'est de la responsabilité du chef de l'État, ces différents événements qui sont survenus au Cameroun. Non, c'est les armes. C'est les armes qui ont tué, par exemple, ceux qui ont manifesté, lorsque la création du SDF. C'est les armes de l'État. Donc, lorsque les armes de l'État tuent, on impute ça à celui qui dirige l'État. Alors justement, aussi simple que ça. Votre position a été bien comprise. Il faut noter également que cet acteur israélien dont vous parlez, aucune enquête n'a été diligentée pour montrer qu'il s'est enrichi de manière illicite. Il reste l'une des personnalités qui conseille la présidence de la République sur les questions sécuritaires et stratégiques. Alors, j'aimerais avoir la réaction de l'honorable député Samuel Motte sur ces 39 ans d'exercice de pouvoir sur une question, l'amélioration des conditions de vie des populations. Puisqu'elles nous écoutent, elles sont très nombreuses à suivre ce programme. Est-ce que les conditions de vie des Camerounais se sont améliorées en 39 ans d'exercice du pouvoir du chef de l'État? Honorable Samuel Motte. Nous serons toujours demandeurs d'un débat dans lequel on souhaiterait effectivement réagir sur la base d'un certain nombre d'éducations qui sont faites. Vous voyez très bien que je suis plus ou moins isolé, ce n'est pas pour me plaindre. Finalement, j'aurais souhaité pouvoir réagir. Je vous en prie, allez-y. J'aurais souhaité pouvoir réagir à la suite de l'anthologie de la répression qui a été faite tout à l'heure par Edmond Kamga, mais également, après, ce que je peux également, pour ma part, considérer comme étant une éloge au parcours politique du président Paul Biya qu'il a fait, mais qu'il a voulu habiller en forme de critique. Je suis en face d'un débat où je dois marquer mon étonnement de constater qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui considèrent aujourd'hui que pour qu'une loi puisse être juste, il faut qu'il soit une loi qui doit être adoptée par les 24 millions de Camerounais que nous sommes. La représentation nationale sur la base, même si peut contester les conditions dans lesquelles la représentation est constituée, elle est faite également par un certain nombre d'institutions républicaines qui sont dédiées à cela. Mais également, je suis également étonné de voir qu'il y a un certain nombre de personnes, parmi lesquelles Aristide Monod, qui constate aujourd'hui, au XXIe siècle, que la loi, effectivement, elle est
bâti également sur la base d'un rapport de force et qu'également il y a un ralent philosophique qui accompagne toute loi qui est adoptée. Ce que les socialistes voudront adopter comme étant leur mode de fonctionnement à l'intérieur de la société ne sera pas nécessairement défendu par les capitalistes, je suis désolé. Et donc à un moment donné, il faudra bien qu'il y ait une règle du jeu qui soit partagée également de tout le monde en disant c'est la règle majoritaire du moment. Mais également, je voudrais, par rapport à l'agression dont j'ai été victime, je souhaiterais également que Justin nous admette que l'audacité également d'un homme politique, c'est sa capacité à avaler des couleuvres. Et dans le cadre également de la démarche qui est la mienne, de la posture qui est la mienne, il faudrait également qu'il admette que je suis capable d'avaler un certain nombre de couleuvres, chaque fois que j'ai à me plaindre. Et donc, vos allusions. Mais maintenant, pour revenir à votre question, c'est très bien. Je voudrais également partir de son cadre anecdotique. La différence entre un certain nombre de personnes sur le plateau et moi, c'est que j'ai une capacité également à pouvoir scruter les transformations, parce que c'est le sens de votre question qui s'opère à l'intérieur de la société. Il me parlait tout à l'heure de l'espoir des escaladors dans le Grand Mall. Je voudrais seulement que nous, quand il sort de là, il quitte comme ça ce qu'il vient de Bonamou Sadi. Il y a quelques années, pour pouvoir partir de Bonamou Sadi, pour pouvoir rejoindre le centre urbain, on y passait des délais d'attente assez longs qui étaient pénalisants pour la personne qui partait travailler. Il y a un petit investissement qui a été fait et qui a changé la vie des habitants qui sont de là. C'est le prolongement du boulevard de la République. Ce boulevard de la République, quand vous passez là aujourd'hui, vous dites « Ah, mais cela va de soi ». Et les gens, effectivement, qui sont mal avisés, ne constatent même pas qu'il y a une transformation qui a été opérée à cet endroit-là. C'est vraiment un fait anecdotique, de la même façon qu'on n'a pas essayé, on n'a pas arrêté de me polluer l'atmosphère en disant où est le pont sur l'euphorie. Aujourd'hui, qu'il y a un pont, un immense pont qui a été construit, là également, les gens passent, quand ils passent par là, ils ne voient pas la transformation. Oui, le troisième pont. Ah ben voilà justement ça que je voulais dire. À partir du moment où on a fait le c'est vous qui avez parlé de pont. Attendez, la critique, elle enjambe, elle ne peut même pas capitaliser sur le fait qu'il y a une transformation qui a été faite à cet endroit-là. Yannick Innova, Justin Innova me demande le troisième pont. S'il en va ainsi de la vie des gens qui sont tous des éternels insatisfaits. Mais les transformations, il y a... Attendez. Vous le savez, honorable député, je voudrais également... Les questions économiques nécessitent une analyse comparative. Hein. Lorsqu'on voit la Côte d'Ivoire qui est déjà au 3e, 4e pont sur la lagune et que le Cameroun lui pour construire son pont, pour construire ce qu'on appelle deuxième pont, puisque le premier pont n'est pas utilisable, il a fallu tant d'années et même une déviation du projet initial. Je vous en prie, l'honorable a la parole. Non, j'ai la parole, effectivement. Comparant ce qui est comparable, un pont sur la lagune, un pont sur le Voré, grand fleuve de cette dimension-là, c'est pas la même chose. Mais en même temps, je voudrais également m'inscrire dans cette analyse comparative. Si vos conditions de vie ne sont pas améliorées, c'est de nous faire, vous mourrez jeune. Si vous ne vous tombez malade sans être soigné, vous mourrez jeune. Si vous êtes dans des conditions dans lesquelles vous pouvez avoir des conditions de vie qui puissent permettre que vous ayez un confort chez vous, vous allez mourir jeune. Et d'ailleurs, il y a un postulat qui est annoncé par Malthus, économiste du 7e ou du 12e siècle, qui dit dans une société où les besoins sont en progression arithmétique, non, les ressources sont en progression arithmétique et la démographie est en progression géométrique, si rien n'est fait, la société, elle explose. C'est du Malthus, économiste. Et le postulat, la conclusion qu'il en tire de ce postulat-là, c'est de dire la solution pour qu'on puisse en sortir, c'est de faire en sorte que l'on puisse pratiquer une politique nataliste, c'est-à-dire que là où on réprime les naissances. Dans le cas de Camerounais, il n'y a pas une politique nataliste qui a été construite depuis 1960. Bien entendu, on essaie un peu de réguler les naissances, mais il n'y a pas une politique nataliste. Quel est le rapport que vous voulez établir? Le rapport, c'est que notre société n'a pas explosé. Elle n'a pas explosé, ce qui veut dire que la dynamique de progression également à pouvoir satisfaire ses besoins, c'est également accéléré parce qu'entre-temps, nous sommes passés de 10 millions d'habitants en 1982, lorsque le président de la République prenait le pouvoir, à 24 millions d'habitants, 25 millions d'habitants aujourd'hui, ça ne trouve pas qu'il y ait une explosion. Ça veut dire tout simplement si la société n'a pas explosé, ça veut dire qu'il y a une certaine dynamique de croissance qui s'est établie. Il y a une statistique que Justin Noah, il sera jamais Yannick, Justin Noah a pris tout à l'heure, c'est laquelle il voulait revenir. Il me parle de la mortalité infantile. En 1982, lorsque le président de la République prend le pouvoir, on est à une situation de mortalité infantile qui est de 169 bébés pour 1000 qui naissent. Aujourd'hui, nous sommes à 39. Il y a quand même un progrès.
Et au-delà de ce progrès-là, je voudrais tout simplement vous revenir également à l'essentiel. La durée de vie, la vôtre, la mienne. L'espérance de vie, c'est de M. Sapé qui est là aujourd'hui. On a gagné 10 ans entre 1982 et 2021 au moment où nous parlons. Ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de progrès qui est enregistré parce qu'il y a entre-temps, il y a des hôpitaux qui ont été construits. Il ne faut pas de Mvélé. Oui, également, je pourrais également vous confesser que ce qu'on attend d'un homme politique, mais c'est premièrement son volontarisme à pouvoir changer le cours de la vie de l'histoire. Pourtant, le Cameroun a également officiellement 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Dans le Grand Nord, les hôpitaux dont vous parlez, ils se comptent d'abord au bout des doigts. Les spécialistes de la santé publique dans le Grand Nord sont assez rares. Alors, quand vous évoquez les statistiques, vous parlez de la Douala 5e, dans la capitale économique. Est-ce qu'il y a des routes à Ngaoundéré, à Garoua, au-delà de Garoua, à Maroua? Il y a des routes, il y a des routes qui sont construites. Il y a une évaluation déplacée. Il y a des routes qui sont construites. Certainement à un rythme moins accéléré que vous aurez souhaité, mais c'est le rythme du moment compte tenu également du rapport que nous avons entre les exigences de développement et la réalité des choses. Mais dans la région du centre, vous le savez, le centre reçoit, en termes de budget d'investissement public, des sommes importantes chaque année. Et là, Roger Justin Noah parlait d'une localité, qui est dans le centre. Comment expliquer que les régions du centre, qui reçoivent l'une des parts les plus importantes du budget d'investissement public, peinent à pouvoir résoudre ces problèmes liés aux constructions des routes et aux viabilisations. Je suis désolé que vous ne me laissez pas terminer des arguments que j'entreprends, mais là également, quand vous faites une analyse comme celle-là, elle est tirée par les chevaux. C'est moi qui regarde ce budget-là, je peux vous dire qu'elle est tirée par les chevaux. Je vous en quand vous faites un rapport, mais là également, si je rentre là-dedans, vous allez déboucher assez rapidement vers une analyse communautariste dans laquelle je ne veux pas m'engager. Lorsque vous faites le rapport de l'investissement public en matière de route par rapport à la surface occupée par un certain nombre de régions, le centre ne peut pas être considéré comme étant la région la mieux servie aujourd'hui. C'est un département, c'est une région qui est vaste. Et donc, pour pouvoir dire effectivement qu'on a construit tel nombre de kilomètres de route, quand vous divisez ça par la superficie de cette région-là, ce n'est pas la région la mieux servie. Bien entendu, compte tenu effectivement que ce soit une région qui est vaste, quand on va faire une route à ça, il y a également une autre région qui sera demanderesse d'une autre route. Et donc, cette statistique-là, telle que vous la manipulez comme ça, elle est tendancieuse. Mais c'est tout simplement pour pouvoir vous dire qu'il y a un effort d'investissement qui est fait. À l'analyse, effectivement, aujourd'hui, compte tenu des exigences qui sont les nôtres, le compte n'y est pas. Mais également, je peux me satisfaire de ce que dans ce cadre-là, il y a des évolutions qui sont faites. Écoutez-moi très bien. Là également, le ministre de l'eau et de l'énergie nous réunit. Et il nous dit, effectivement, tout le monde veut avoir accès à l'eau. Également avoir accès à la lumière, à l'énergie. Notez quand même qu'entre la situation qui était la mienne, à l'époque je faisais ma scolarité à Douala, et ce qui est la vôtre aujourd'hui, où vous analysez plutôt le besoin en énergie en termes de coupure, alors qu'il y avait des quartiers qui n'étaient absolument pas desservis, on était condamné à étudier à la lampe tempête, il y a quand même une certaine évolution qui s'est dessinée. Aujourd'hui, quand on vous a coupé la lumière pendant 2 jours, vous hurlez. Quand on vous l'a coupé pendant 2 heures, vous hurlez. Il y a plein de quartiers qui n'ont pas d'eau. Et le ministre de l'eau et de l'énergie nous dit effectivement, si nous voulons avoir une bonne couverture en matière d'énergie, c'est 9 000 milliards qu'il faut investir pour pouvoir avoir une couverture satisfaisante. Mais également, lorsque vous faites une analyse comparative... C'est moins que ceux qui ont déjà tout volé depuis la session de Paul Biya à la main. Lorsque vous faites une analyse comparative également, on ne peut pas dire qu'on est moins servi en matière de couverture d'eau et d'énergie. Effectivement, il y a des besoins effectivement, qui restent à être résorbés. Mais inscrivons-nous dans une dynamique de ce qu'effectivement, de temps en temps, on va couvrir, ou alors on est dans une dynamique de pouvoir rattraper un retard que nous pourrons accuser, mais ne considérons pas qu'aujourd'hui rien n'est fait. Vous parlez des hôpitaux. Vous avez vu la qualité de comment on appelle, de l'hôpital régional qui a été construit, encore flambant neuf à Garoua. Vous mettez ça sous le compte de quoi? C'est un investissement lourd. Mais également, moi également qui viens des villages, je dois vous dire une chose. À l'époque de mon enfance, on faisait des kilomètres pour pouvoir rejoindre des centres de santé. Les centres de santé aujourd'hui sont en proximité des villages. Là également, vous allez bien voir, mais c'est pas parce que je l'ai dit, vous allez également être confronté à également aussi à un problème de ressources. De dire qu'effectivement, on a construit quelque part dans un village centre de santé, alors qu'il n'y a pas de personnel soignant. Mais la volonté y est. Et c'est pour cette raison-là que je peux vous dire, en ce qui concerne l'analyse me concernant, je considère qu'il a un homme politique doit être jugé sur 2 valeurs.
D'abord son volontarisme, également sa détermination à pouvoir atteindre l'objectif qui s'est fixé. Et quand on parle de détermination, là il parle des barrages qui ne sont pas livrés aujourd'hui, des autoroutes qui font pour 11 km, on met 6 ans, 10 ans. Mais il y a également une détermination à pouvoir faire en sorte que, et on parle de détermination pour quelle raison? Parce que de toutes les façons, on sait que dans ce chemin-là, il y aura toujours des écueils. Et dans le cas de ces écueils-là, nous sommes dans un pays paisible aujourd'hui parce que quand il parlait de l'éloge de Dr Monod tout à l'heure, il a effectivement constaté qu'il y avait quelqu'un qui voulait se positionner dans l'échiquier national comme étant le maître du jeu. C'est la vocation d'un leader et que dans le cadre de ce cheminement-là, il y a eu bien des écueils qu'il a pu traverser. Je considère pour ma part que c'est plutôt une éloge qu'une critique. Alors, après vous, Maître Lavoisier de Sapi, le bilan 39 ans d'exercice du pouvoir, c'est reluisant. Il y a des efforts qui ont encore été faits. En quelques mots, comment vous résumez ce bilan du renouveau pour la 39e année d'exercice du pouvoir du président de la République? C'est que le SDF avait été justement créé parce que le président Paul Biya n'arrivait pas, malgré les discours qu'il tenait, à apporter la satisfaction par rapport aux besoins du peuple camerounais. Et je crois que le Cameroun a eu la malchance en 1982 que Ahidjo désigne Paul Biya comme président de la République. Comment vous parlez de malchance? Pourtant, oui, vraiment. Le président Ahidjo avait demandé aux Camerounais de croire en la capacité de son premier ministre de l'époque de pouvoir diriger le pays. Le président Amadou Ahidjo s'était trompé. Il ne savait pas qui était Paul Biya. Paul Biya n'a pas apporté le développement au Cameroun. Paul Biya, c'est un monsieur qui a plongé notre pays dans la pauvreté. Prenez des exemples. Quand Paul Biya prend le pouvoir, quand Paul Biya prend le pouvoir en 1982, le Cameroun est en début d'industrialisation. Nous avons une société, nous avions au Cameroun une société qui s'appelait... un modèle économique qui était contestable. S'il vous plaît, nous avions une société qui s'appelait Zephyr. On fabriquait déjà les vélos au Cameroun. Nous avions une société qui s'appelait Bata. On faisait déjà les chaussures au Cameroun. Quand Paul Biya prend le pouvoir, le modèle économique n'était pas bon. S'il vous plaît, il a effacé tout ça. Le modèle économique n'était pas bon, M. Sapi. Non, comment est-ce que 40 ans de pouvoir, on ne fait pas un pneu au Cameroun, on ne fabrique même pas le pneu d'un vélo au Cameroun. Le président Paul Biya a trouvé une société qui s'appelait l'ONCPB et qui se chargeait de la commercialisation des produits de base et qui avait une caisse de stabilisation. De manière que la chute des produits sur le marché mondial n'affectait pas le producteur camerounais. Ouais. Et ça permettait à ce que le producteur camerounais, le paysan, soit toujours bien rémunéré et même à la hausse. Vous savez ce qui est arrivé à cette société lorsqu'on a mis Roger Melingui. Lorsqu'on a mis Roger Melingui, on a trouvé des milliards. Ces milliards se sont volatilisés comme les milliards comme les milliards de la Coupe du Monde qu'on a joué aux États-Unis, etc. Donc, vous ne pouvez pas dire que en 40 ans de pouvoir, lorsque l'honorable parle de la fluidité de la circulation dans les grandes villes, je crois que, honorable, vous n'êtes pas sérieux quand vous le dites. Comment pouvez-vous expliquer qu'en 40 ans de pouvoir, vous avez réussi d'exploiter de ne pas construire le moindre échangeur dans la ville de Douala? En 40 ans de pouvoir, vous avez réussi d'exploiter de ne construire aucun échangeur dans les villes de Yaoundé. Vous parlez de quelle fluidité, de la circulation urbaine? Est-ce que vous voyez... Les échangeurs, c'est la périphérie, les échangeurs. S'il vous plaît, quand vous parlez du deuxième pont sur le Vouri, est-ce que vous imaginez les embouteillages monstres qu'il y a tous les jours à Bonabéry? Tous les jours. Le calvaire que les populations endurent dans la circulation. C'est mieux qu'avant. Le réseau routier dont vous parlez, comment pouvez-vous expliquer que 40 ans de pouvoir, vous n'avez pas pu construire la route Bafoussam-Bamenda? Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a une semaine, j'étais à Bamenda. C'est un calvaire pour ces populations. Regardez l'axe Gaoundéré-Garoua. Au moment où Paul Biya prend le pouvoir, s'il vous plaît, au moment où Paul Biya prend le pouvoir, il y a une très bonne route qui va de Ngaoundéré jusqu'à Maroua. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue? Est-ce que de Ngaoundéré à Garoua, une route qu'on mettait 3 heures pour parcourir, aujourd'hui c'est 7 heures de temps. Ouais. Parce qu'elle est complètement dégradée, on n'arrive pas à la refaire. Donc, je pense que vous ne pouvez pas dire que le président Paul Biya a réussi. Le président Paul Biya n'a réussi à rien. Même les projets structurants dont vous parlez,
les projets structurants n'apportent encore rien à l'énergie du Cameroun. Les barrages hydroélectriques dont on parle, qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que... détermination. Non. On va les livrer. Volontarisme et quelle détermination. On va connecter ça bientôt. Ces projets structurants ont été plutôt des occasions de détourner massivement les fonds publics. Avec des surfacturations. Ça n'a jamais été la volonté d'un pouvoir de changer la vie des Camerounais. Vous avez publié le DSE. Maintenant, c'est l'Ouest. L'émergence du Cameroun en 1935. En 2035. En 2035. Ça nous a permis de gagner au moins 3 points de croissance. Jamais. On a gagné au moins 3 points de croissance. Attendez. La croissance au Cameroun. Et on a considéré comme étant un pays résilient. Ce matin, le secrétaire général du Minepat le répétait. Oui. Ce matin. Oui. La croissance au Cameroun à l'heure actuelle est de 4,5%. Sans le DSE, on aurait pas fait les 5% qu'on a fait. C'est parce que le DGSE a échoué. Non. Que vous êtes maintenant en train de vouloir expérimenter une autre stratégie de développement pour 2020. Vous parlez de 2020, mais il en est ici de toutes les démarches prévisionnelles. Alors, je vais aller s'il vous plaît. Pour réorienter. S'il vous plaît, en termes d'hôpitaux, en termes d'écoles, en termes d'adduction d'eau, en termes d'électricité, les Camerounais aujourd'hui sont massivement plongés dans la misère sur ce plan-là. On meurt encore au Cameroun en accouchant. Oui. 40 ans après que vous soyez au pouvoir. Vous parlez de quels hôpitaux? Alors, regardez les hôpitaux généraux là. Est-ce que une Bayam Selam peut aller à l'hôpital général de Douala et se faire soigner? Alors, après ce bilan, c'est un bilan sur le plan politique, sur le plan économique. 39 années de Paul Biya qui amorce la 40e année de son pouvoir, c'est un échec total. Et le SIF l'a dénoncé constamment. Le SIF se bat pour que les Camerounais aient une meilleure vie, pour que les Camerounais aient une meilleure gouvernance. Et nous n'allons pas attendre que Paul Biya meure au pouvoir, comme le docteur Aristide l'a dit. Alors, nous n'allons pas attendre qu'il meure au pouvoir pour que ce changement... Nous sommes en train de travailler, dans ce sens-là, de restructurer les structures de base du SIF. Nous sommes en train de les restructurer. Lorsque nous aurons fait le congrès du SIF en 2023 et que nous aurons choisi un nouveau chairman, je pense que les Camerounais comprendront que la fin est proche. Et nous serons déjà 2023, c'est 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Avec vous, Aristide Monod, pour conclure cette émission, Cameroun Tribune à sa une a parlé de l'inusable homme d'État, Paul Biya. Il a aujourd'hui 88 ans et son mandat s'achève en 2025. Il aura alors 92 ans pratiquement. Comment entrevoyez-vous les perspectives politiques au Cameroun au moment où le chef de l'État entame sa 40e année à la tête de ce pays? Déjà, Cédric Noufilé, je dirais tout simplement que je vais reprendre le professeur Eboussi Boulaga qui disait qu'il revient aux convives de juger de la sapidité d'un plat. Ce sont ceux pour qui vous avez confectionné le plat qui doivent vous dire si le plat est bon. Et les consommateurs du plat concocté par le président de la République depuis 1982, c'est le peuple camerounais. Chacun de nous, chaque fois élu massivement. Chacun de nous, à cet instant précis, doit procéder à cette évaluation. Qu'est-ce que j'ai eu à capter durant le long règne du président de la République? Pour ce qui est de ma modeste position d'analyste, au-delà de tout ce qui a été dit, il faut noter la théorie du grilleur d'arachide qui a été instituée au Cameroun comme forme de régulation des tensions sociales. C'est-à-dire que le président de la République a permis à chacun, comme ce grilleur d'arachide, de prendre sa part de temps en temps, de goûter quelques graines d'arachide de temps en temps. On a donc permis aux policiers, à chaque corps de métier, de consommer, de consommer les arachides qu'ils grillent. Et c'est là où s'est institué et institutionnalisé la haute corruption au niveau de la sphère bureaucratique de l'État. Et cela a permis de réguler et d'amortir les tensions. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez des hauts gradés, des hauts officiers qui ne sont pas poursuivis, mais qui font dans la dilapidation des ressources de l'État. Donc aujourd'hui, il est important, pour ce qui est des perspectives, que le président de la République sauve ce qu'il peut sauver. Parce que, à cet instant précis, le Cameroun est déjà touché. Boko Haram dans l'extrême nord avec son lot de morts, la crise anglophone qui n'est pas toujours
gérer et qui sait demain, le grand soir, qui risque d'entraîner une implosion quasi totale. Donc le président de la République doit faire tout et pour tout. 1. Éviter le gré à gré qui est en train de se préparer. 2. Essayer de voir dans quelle mesure il peut organiser une certaine réconciliation nationale à son petit niveau, même si on sait qu'aujourd'hui, il ne détient plus tous les leviers du pouvoir. Mais il peut organiser quelque chose, peut-être rencontrer des acteurs politiques même de l'opposition, pourquoi pas des tête-à-tête avec des personnalités telles que le professeur Maurice Kamto, pour penser le Cameroun rapidement. Parce que la tangente que prend notre pays aujourd'hui est une tangente chaotique. C'est-à-dire que ce qu'on veut faire avec le gré à gré, que ce soit le ministre Lupoul Motazé, que ce soit le ministre Ngongo, que ce soit Franck Biya, c'est le chaos total. Mais il faut faire extrêmement attention, comme je l'ai dit, le président de la République bénéficie des circonstances atténuantes. Il bénéficie d'un état de grâce. Que ses héritiers ne profitent pas de cette situation exceptionnelle pour penser que les Camerounais vont demeurer dans l'endormissement total. Il faut qu'ils fassent extrêmement attention. Si le président Biya n'est pas aujourd'hui et qu'on impose un président qui n'arrive pas à créer rapidement la rupture, je vous dis, nous aurons des successions de coups d'État. Et il ne faut pas qu'on sous-estime les Camerounais. Personne n'avait vendu cher la chair des anglophones qui sont sécessionnistes armés aujourd'hui. Tout le monde savait que c'est une affaire de 2 mois. Tout le monde savait que c'est une affaire de 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 4 mois avec plus de 5000 morts. Donc, faisons extrêmement attention à ce qui se prépare. La seule façon de sauver l'implosion qui s'annonce, c'est tout simplement une certaine libération du jeu et une certaine conciliation engagée par le président de la République lui-même. 4 ans de crise anglophone. Précisons que les 3 personnalités que vous avez citées, à savoir le ministre Lupoul Motazé, Ferdinand Ngongo et le fils du chef de l'État, Franck Biya, ne se sont pas prononcés officiellement sur leur probable candidature à la tête du Cameroun. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs Edmond Kamgia, honorable député Samuel Motte, qui va reprendre la route de l'hémicycle dans quelques jours. Merci également à vous, messieurs Roger Justin Noah, Aristide Monod et Maître Lavoisier Sapi. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.